qui, ont introduit, la session de la matinée, qui en sont intervenus activement dans les débats. Bien sûr, le préfet, Pelletier à la reconstruction, puis notre hôte, Sébastien Leroy, maire de Mandelieu. On accueille également, Sébastien Laurent, maire de Breil-sur-Roya, qui est intervenu également dans les échanges ce matin. Hélène, Mathieu-Subias, qui est directrice technique, au SMAR dans l'Aude et Jérôme Sauvant, qui est adjoint à la chef des stratégies territoriales à la DGALN, Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Pour une table ronde donc d'échange qui va incarner finalement ce qu'on s'est dit ce matin et qui va se projeter. On va peut-être, Nicolas, se présenter également. Je te laisse te présenter. Nicolas Campoes, donc je co-dirige de ces prix avec Marie Evo, que vous avez largement vu ce matin. Et donc Ghislaine Verrieste-Leblanc, je dirige l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, AFPCNT. Je crois que ce matin, et c'est partagé, on a pu échanger pour ceux qui sont en présentiel et je salue ceux qui sont en distanciel, de tout l'intérêt en fait de partager les expériences, d'avoir des échanges transparents, ouverts, en tirant les leçons de ce qui s'est passé sur ces territoires meurtris. On a vu également, je crois qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, il y a une urgence, et je crois que Sébastien Leroy l'a dit dans ses mots introductifs. On est face à un changement global au niveau mondial, au niveau français, face aux effets du changement climatique. Ce n'est pas récent, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est approprié par l'ensemble de la population et les effets se font ressentir un peu plus chaque jour. Et on l'a vu en évoquant bien sûr la tempête Alex, mais on évoquera aussi les événements de l'Aude de 99 et de 2018. Chaque crise est nouvelle. L'impensable est à venir souvent et Sébastien Leroy le disait, si on se prépare à une crise, la prochaine crise est très différente de ce qu'on avait pu anticiper ou ce qu'on a pu voir par le passé, donc ça nécessite bien sûr de s'adapter. Les crises d'inondation, l'intervention de la CCR a montré, toute l'exposition en fait de nos communes françaises face à ces risques, l'historicité très fournie, et malheureusement l'historicité en termes de sinistralité également. Mais on a dit également, pour voir, l'aspect positif des choses, que travailler sur le risque inondation est source d'innovation. C'est ce que Bernard Guizot nous disait, ce matin. Et le président Christian Kerr disait également: «Les réflexions qu'on va avoir et les échanges qu'on va avoir cet après-midi sur la reconstruction post-inondation peuvent nous permettre de faire des ponts également avec d'autres risques majeurs pour avoir une approche multirisque». Je pense qu'on pense tous aujourd'hui aux populations, meurtries, sur le séisme du Poitou et aux équipes qui sont impliquées pour, gérer cette crise et apporter du soutien, aux sinistrés. Je crois que Marie-France Beaufils l'a dit, également ce matin, on est aujourd'hui, encore plus qu'hier, face à la nécessité de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. C'est pas forcément facile quand on est en temps de crise et face à l'urgence, mais d'avoir une gestion globale et surtout partagée. Ces mots étaient: «L'ensemble des acteurs doit s'impliquer et ont des responsabilités finalement à leur niveau qu'il faut croiser, s'écouter, partager». Je crois que c'est le sens de la réunion, d'aujourd'hui. Mais on le sait effectivement au premier lieu, hein, les collectivités, les communes que vous êtes, pour certains représentants ici, sont quand même, en premier lieu exposées et face à des responsabilités qui sont très importantes et donc il faut travailler à mieux vous accompagner. C'est aussi le sens des mots de Christian Carte ce matin. Si on veut encore voir l'aspect positif finalement de ces crises passées, on voit qu'on peut se projeter aussi, vers l'avenir et Sébastien Leroy disait ce matin: «Il faut penser à la ville et au territoire de demain». Le vice-président du conseil départemental utilisait le mot de territoire résilient et durable et je pense que ça va être également le sens de nos réflexions de cet après-midi. Mais finalement, au-delà des aspects techniques, hein, qu'on a échangés, ensemble, tout au long de la matinée, le cœur du sujet, c'est quand même cette dimension humaine. On travaille, pour les populations, aux côtés des populations. Nous sommes aussi des citoyens exposés et finalement cette dimension humaine doit nous habiter, nous guider et être un moteur pour les réflexions. Les réflexions sur le risque inondation sont anciennes. On le sait en France, on a la chance d'avoir un corpus réglementaire et technique relativement fourni et bien plus que sur certains risques majeurs. On a beaucoup travaillé sur la phase de gestion de crise. Le post-événement reste encore en chantier. Marie-Évo le disait ce matin, d'où la nécessité d'anticiper et de gérer des contradictions. Alors je pense que les élus sont très habitués, les préfets également, à gérer toutes ces contradictions territoriales. On a parlé de quelques contradictions, on sait qu'elles sont multiples. Il faut, parfois arriver à trouver des consensus ou de décider dans un environnement complexe et incertain. En tout cas, on a parlé de dichotomie entre ce temps long
qu'est le temps de la reconstruction, et à la fois un temps court de l'urgence et également des pressions qu'on peut avoir au niveau local et d'une réponse à donner aussi à court terme, même si on se projette plus loin dans le temps. Et puis, on a parlé également de contradiction entre finalement ces périodes d'urgence où certaines dérogations, adaptations sont permises, et puis cette bascule immédiate vers le droit commun, avec la nécessité de travailler sur le temps de la convalescence, pour reprendre les mots de la directrice du CEPRI. Donc, on va réfléchir sur ces aspects-là. En tous les cas, on sait que tirer les enseignements du passé, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire avec Nicolas et tous les intervenants de la table ronde, est essentiel pour se préparer à l'avenir. On reviendra bien sûr sur 3 dimensions, on l'a dit, et je crois que c'était Laure et Emma qui nous l'ont rappelé, sur l'ensemble des entretiens qui ont pu être menés dans le cadre de ce groupe de travail. Il y a quand même 3 grandes dimensions qui posent question aujourd'hui, sur lesquelles on peut tirer des leçons, des freins, des blocages et aussi des réussites. Il y a la question des acteurs, des jeux d'acteurs, du travail ensemble, de la gouvernance, de l'organisation, le maître mot étant la coordination. Deuxième temps, il y a les aspects réglementaires et techniques, j'en ai parlé juste avant. Il faut savoir s'adapter, avoir des cadres bien sûr qui fixent des règles, mais également une certaine souplesse. Et on reparlera de la question du foncier, qui est quand même un point dur sur ces sujets-là. Et puis enfin, le financement. C'est quand même le nerf de la guerre également. Marie-France Beaufils nous a invités à une vigilance à l'été 2024 avec la loi de finances 2024, et donc il faut anticiper, et on a sans doute des choses à tirer de vos expériences individuelles et collectives. Du coup, on vous propose de rentrer dans une phase de participation active parce que le but du jeu de ce premier atelier, c'est que le groupe de travail co-animé par le CEPRI et la FPCNT ait une feuille de route jusqu'à la fin de l'année. Quels sont les thèmes sur lesquels il faut qu'on progresse et sur lesquels il vous semble que vous, acteurs de terrain, on a à progresser pour que on puisse anticiper la reconstruction. Donc, on va avoir un échange en 2 temps. Dans le premier temps, on va inviter chacun d'entre vous à nous témoigner, non pas de ce que vous avez vécu pendant la crise. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous excellez, mais il s'agit pour nous de trouver des solutions. Donc, en vous appuyant sur ce que vous avez eu à gérer depuis les crises d'inondation, est-ce que vous pouvez citer un, deux, au maximum 3 freins que vous avez rencontrés et sur lesquels vous butez en disant: «Mais punaise, ça ralentit le retour à la normale, ça ralentit la reconstruction». Qu'est-ce que vous avez essayé avec vos moyens d'améliorer sur ce point et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Quel est le sujet sur lequel vous voudriez qu'on travaille en disant: «Moi j'ai essayé de mon côté, mais aujourd'hui visiblement, il faut qu'il y ait une réforme peut-être de niveau national et il faut en tout cas que ce groupe de travail, que l'on met au niveau national se préoccupe de cette chose». Et dans un deuxième temps, nous vous demanderons, non pas d'anticiper la reconstruction, mais de construire pour anticiper. C'est Sébastien Leroy qui disait effectivement, si on se prépare à une crise, bah, la prochaine, elle est plus facile. Voilà. Les aménageurs que vous êtes, que ce soit dans des villes, dans des syndicats de cours d'eau ou sur des territoires plus vastes, vous avez des projets à conduire. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'un territoire meurtri par une inondation doit subir. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples très concrets de si j'avais su ça, telle ou telle opération, je l'aurais conduite différemment? Voilà. Je me permettrai de faire le monsieur montre. Alors, ça, c'est orange. Quand je vous le soulève, c'est que, par exemple, il vous resterait 1 minute de parole parce que je sais que vous êtes tous passionnés par votre sujet et que vous ne serez pas là à regarder votre montre. Voilà. Sébastien Leroy, c'est vous qui nous accueillez. Est-ce que vous acceptez de vous lancer comme première réponse à quel est un ou deux freins, exemple de freins que vous avez rencontrés? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on inscrive dans notre feuille de route pour vous aider la prochaine fois? Il n'arrivera pas, j'espère. Alors, un ou deux freins. Je vais essayer de synthétiser. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est l'ensemble du système législatif français. Et la deuxième chose, c'est la doctrine française. Voilà. Si vous essayez d'identifier un seul frein,
Vous n'y arriverez pas parce qu'ils sont tellement nombreux que même si vous enleviez un, vous auriez le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on a un système qui est devenu tellement génial dans le ridicule qu'aujourd'hui, même quand vous avez quelque chose qui paraît être extrêmement vertueux, validé par tout le monde, eh bien vous arrivez encore à être bloqué par un autre service, une nouvelle réglementation, une doctrine que vous n'aviez même pas la connaissance immédiate et qui vient bloquer ce que vous avez fait, qui bloque à la fois les élus et les services locaux de l'État, c'est-à-dire les services sur le terrain. J'en parlais tout à l'heure avec le préfet Pelletier, qui eux aussi sont totalement entravés par cette réglementation. Pourquoi? C'est tout simple. En réalité, aujourd'hui, depuis des décennies, on a accumulé des lois qui ont été faites souvent sous le coup de l'émotion, avec des décrets d'application qui sont parfois même déconnectés de la loi et qui ont en réalité ont retiré aux élus de terrain tout pouvoir d'aménagement et d'autonomie. Donc la problématique, elle est essentiellement là. C'est que quand on est sur une crise qui a frappé un territoire, il y a une période de grâce qui est celle de l'urgence, où les acteurs de terrain, c'est-à-dire les élus et le préfet, peuvent, sous le sceau de l'urgence, faire des opérations spéciales, mais ça dure que quelques jours. Vous voyez, on peut aller dans des cours d'eau, curer, et encore faut-il que l'Adréal vous donne son accord, parce que si ça dure trop longtemps, on considère que le biotope s'est reconstitué. Et cette ironie arrive à sanctuariser des terrains qui sont pourtant totalement artificiels. Par exemple, je pense à des cours d'eau qui ont été comblés dans les années 70-80, qui sont devenus des décharges, mais qui sont aujourd'hui considérés comme des sanctuaires. Si vous vouliez aller vite, vous vous diriez, bah voilà, on rétablit le cours d'eau, l'écoulement, ça a été bouché, on va creuser, on envoie les engins, on fait quelque chose qui paraît être le bon sens, mais c'est en France totalement interdit. Vous ne pouvez pas toucher au cours d'eau, vous ne pouvez pas toucher aux berges, vous ne pouvez surtout pas toucher à la propriété privée, sauf à avoir des DG, c'est-à-dire des déclarations d'intérêt général pour envoyer des engins de chantier, ce qui prend en moyenne 5 à 10 ans pour les obtenir. Vous devez avoir aussi des dispositifs qui passent non seulement les étapes réglementaires, mais aussi judiciaires. Et comme les lois, comme je vous le disais, sont contradictoires, ben même quand vous avez tout passé, le juge arrive et vous dit ben moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je fais, vous voyez, moi, par exemple, à Mandelieu, on a élaboré un plan local d'urbanisme avec les services de l'État en application d'un nouveau PPRI, plan de prévention des risques. Eh bien, il va être annulé par la juridiction administrative parce que on considère qu'on ne fait pas assez de place pour les nouvelles constructions. Donc c'est assez ironique, mais vous pouvez avoir des espaces qui sont sanctuarisés avec l'accord du maire et du préfet pour en faire des zones naturelles strictes, et le juge vous dit non, je considère que c'est une dent creuse, il faut construire. Et ça vous fait sauter un document d'urbanisme, et vous revenez 6 ans en arrière. C'est pour ça que, sans vouloir, bien sûr, vous assommer après la pause déjeuner, mais je pense que si on veut aujourd'hui ouvrir les yeux, réaliser ce qui est en train de se passer, ce qui va survenir, parce que ne vous faites pas d'illusions, c'est une certitude mathématique. Aujourd'hui, si vous regardez les extraits de crise, notamment sur les inondations, entre les 40 dernières années, sur les 20 ans qui se sont écoulés dans les années, on va dire, les 70, 90 et les 20 ans suivantes, vous avez quasiment x2 en termes d'inondations brusques. Et ça s'accélère depuis ces dernières années. Et ça, malheureusement, c'est ce qui va continuer à se passer avec sûrement des phénomènes beaucoup plus puissants, type tempête Alex, que ce qu'on n'a jamais constaté. Vous voyez, moi, en 2015, ma ville a été frappée par une crue qui n'avait jamais été observée en 300 ans. Donc, elle est devenue crue tricentenale. Alors qu'un mois avant, on était sur un PPRI, on était sur la crue centenale, c'était super, on avait tout prévu. Bah, je peux vous dire qu'en 24 heures, le PPRI, on l'a pris et on l'a mis au broyeur, quoi. Donc, pourquoi? Parce qu'on a évolué. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience des législateurs, qui ne l'a pas. Je vais être très clair. Aujourd'hui, il y a un déni de réalité qui est profond. Il y a une évolution de la politique de l'exécutif d'application qui continue à être dans la dérive par rapport à ce qu'on observe. C'est-à-dire que les choses ne s'arrangent pas, elles s'aggravent. Il y a de moins en moins d'autonomie. Donc, nous, ce qu'on a réussi à faire pour avoir des solutions maintenant pour surmonter ça, eh bien, c'est qu'en fait, on a mis en place un groupe de travail, ville, État, services déconcentrés de l'État, DREAL, etc., agence de l'eau, et en associant les propriétaires. Et on s'est tous mis autour de la table en se voyant quasiment toutes les 3 semaines pendant 2 ans pour essayer de débloquer des points de fixation. Pour essayer, ce qui nous a permis d'ailleurs de réussir à récupérer 15 hectares des vergers de Minel. On doit faire une zone d'extension de crue. Ça a été 2 ans de travail avec un architecte qui s'appelle Éric Daniel Lacombe, qui est un spécialiste aussi dans ces problèmes hydrauliques. Eh bien, on a réussi, en se parlant tous, à non pas faire l'aménagement, mais au moins régler le problème du foncier. Parce qu'une réalité aussi, c'est que le système est tellement bloqué que tout le monde se méfie de tout le monde. Il n'y a pas de confiance.
C'est-à-dire que l'État pense que l'élu a un plan caché avec le propriétaire pense que l'élu a un plan caché avec pour l'exproprier, le maire pense que l'État veut faire un truc, ne lui dit pas, avec le propriétaire de toute manière, on ne veut que l'intérêt financier. Donc, vous voyez, tout le monde se parle, mais comme on se parle tous l'un après l'autre, tout le monde se demande comment il va se faire avoir par le suivant. Vous voyez, donc finalement, ça n'avance pas, ça tourne en rond. En se mettant autour de la table, finalement, l'intérêt, c'est qu'on se balance tout dès le début. Bon, les choses sont claires. Et en faisant un projet, en disant, voilà, on veut faire ça, est-ce que ça convient à tout le monde? Et s'il y a un problème, on l'identifie, on essaie de le régler. Et c'est ce qu'on fait, c'est en fait, c'est pas de faire la réglementation, c'est d'essayer d'appliquer une réglementation contradictoire en passant plus ou moins facilement sur une appréciation, une prise en compte d'eux, etc., etc. Mais aujourd'hui, voilà, il y a tellement de contradictions dans le système de base que, je vous donne un exemple, hein, on vous dit aujourd'hui, il faut sanctuariser, on veut faire le décret ZAN, et dans le même temps, vous voyez, moi, ma commune qui est frappée à 80% par des risques naturels, j'ai été carencé sur les logements sociaux, on me demande d'en construire 2200. Vous voyez, donc, et quand on vous explique que c'est totalement contradictoire, on dit oui, effectivement, c'est contradictoire. Et c'est assumé. Comme quand vous allez débroussailler un terrain pour le risque incendie, et que vous allez avoir la police de l'environnement qui vient pour vous verbaliser parce que vous touchez aux espèces naturelles. Vous dites, mais c'est totalement contradictoire. Oui, c'est totalement contradictoire, effectivement. Mais c'est comme ça. C'est le système français. Donc, voilà. Donc, tu veux peut-être passer au deuxième. Donc, on l'a vu avec Sébastien Leroy. Là, on remet en exergue ces contradictions. C'est ce système un peu lourd et très cloisonné. Donc, pour vous, la solution, c'est vraiment une équipe projet territoriale qui se connaît, qui a confiance, qui partage, qui n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais qui va essayer de dépasser ces contradictions. Il y a aussi cet enjeu peut-être au niveau territorial d'être un peu une caisse de résonance de cas qui posent problème et qui font évoluer au niveau national. Est-ce que Sébastien Olaran voulait intervenir rebondir sur ce qu'a dit Sébastien Leroy et nous parler également de votre vécu, des difficultés que vous avez pu dépasser dans ce domaine et qui restent encore persistantes, avec peut-être des solutions à proposer comme celle avancée par Sébastien Leroy? Non, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit par Sébastien Leroy et je ne vais pas en rajouter parce que je le ferai beaucoup moins bien. Je trouve que le panorama du maquis réglementaire dans lequel on évolue a très bien été dessiné à l'instant. J'ajouterai quand même un point, c'est que on a quand même beaucoup de chance d'avoir un préfet délégué à la reconstruction des vallées et un certain nombre de personnes au sein des services de l'État qui essaient de nous aider à nous frayer un chemin dans ce maquis réglementaire qui, c'est vrai, est complexe. Et je pense que les premières victimes, d'ailleurs, c'est les services de l'État qui sont obligés de nous accompagner tout en nous imposant de respecter un certain nombre de ces règles. Je vais peut-être évoquer quelques autres difficultés auxquelles on s'est retrouvé confronté lors de la tempête Alex, dans les travaux d'urgence ou dans la reconstruction, et auxquels on ne s'attendait pas. Et le premier, et c'est dans l'immédiate après tempête Alex, c'est la question de la rupture des communications. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, j'étais collaborateur d'Éric Ciotti et on était intervenu, on s'était rendu à Mandelieu quand il y avait eu une crue en 2019, si mes souvenirs sont bons. Et je me souviens très bien de Sébastien Leroy qui dit à une de ses collaboratrices: «Vous m'appelez tous les élus, tout de suite, je veux qu'on les envoie partout sur le terrain, qu'ils soient aux côtés des gens, qu'on les voit.» Je m'étais dit: «Mais c'est génial!» C'est vrai, le premier réflexe, ça doit être ça. Tout de suite, la proximité, les gens ne sont pas oubliés, on est auprès d'eux, on les soutient, on fait remonter les besoins. Et moi, je me suis dit, si un jour ça arrive à Breil, je ferai la même chose. Sauf que moi, le jour où c'est arrivé, j'ai sorti mon téléphone, pas de réseau. Et donc là, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc ça, je pense que c'est quand même un sujet majeur. Parce que quand vous voulez commencer des travaux d'urgence suite à une catastrophe, ou tout simplement vous organiser pour la gestion de crise, pour approvisionner les populations, pour mettre à l'abri les sinistrés, et ben vous avez besoin de pouvoir communiquer entre vous. Communiquer avec l'extérieur, évidemment, parce qu'on a des besoins auxquels on ne peut pas répondre en interne et pour lesquels on a besoin d'un soutien extérieur, mais ne serait-ce que communiquer entre nous. Vous savez, quand vous n'avez aucun moyen de communication et que vous cherchez votre chef de la police municipale ou votre adjoint aux travaux, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la voiture et vous tournez dans la commune jusqu'à le voir. Alors moi, ce n'était pas ma voiture parce qu'elle est partie avec la tempête, c'était une de la mairie, et jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'essence aussi, parce que comme on était coupé du monde, on avait quelques difficultés de ce côté-là. Après, on finit à pied. J'ai perdu 6 kilos lors de la tempête Alex, c'est peut-être un peu lié à ça, mais ça, je pense que c'est un sujet qu'on n'anticipe pas. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'on a, avec
on a nos antennes relais et notre réseau de téléphonie mobile qui est tributaire de l'alimentation électrique. Et donc, quand on a une coupure du réseau électrique, on se retrouve privé de tout moyen de communication. Donc, je pense que ça fait partie des pistes sur lesquelles on doit travailler, c'est de peut-être faire en sorte que tous nos réseaux de téléphonie mobile soient autonomes en termes d'alimentation électrique, soit sur panneaux solaires, soit sur batterie, mais en tout cas, je pense qu'il y a un gros progrès à faire de ce côté-là, parce que c'est beaucoup plus difficile de gérer une crise quand on ne peut pas communiquer. Ça, c'était un point. Ensuite, pour aller un peu plus avant dans la reconstruction et sortir de la période de crise à proprement parler, en tant que maire, je me suis rendu compte de deux difficultés principales. C'est que, évidemment, pour reconstruire, on a besoin de moyens très importants, de moyens humains et de moyens financiers. De moyens financiers, évidemment, je vous donne un exemple, hein, le budget de Breil-sur-Roya en temps normal, c'était 5 millions d'euros, dont 1,5 million d'investissement et 3,5 millions de fonctionnement. Je me retrouve en 2021 avec un budget de 20 millions d'euros, dont à peu près 16 d'investissement et le reste de fonctionnement. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Évidemment, on a des subventions, on a des dotations, on a tout ce qu'il faut. Globalement, la reconstruction suite à la tempête Alex, elle va coûter à la mairie 0 €, parce qu'on a des aides vraiment nombreuses. Mais effectivement, la question, c'est comment on avance l'argent avant de recevoir les subventions, et ça a été évoqué ce matin. Ça a été un gros sujet d'inquiétude pendant les, on va dire, 6-8 mois qui ont suivi la tempête Alex. Et puis, le préfet Pelletier, ses équipes m'ont appelé pour m'annoncer une bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de la dotation de solidarité de l'État, on pouvait toucher une avance de 2,8 millions d'euros, donc 30% de l'enveloppe qui nous était attribuée. Et donc, on a 2,8 millions qui sont rentrés d'un coup dans les caisses de la commune. On était heureux, ça nous a donné une vraie bouffée d'oxygène, ça nous a permis d'avancer sur plein de choses. Mais maintenant, on est 3 ans après, l'avance, on l'a utilisée. Alors, on attend l'indemnité de l'assurance qui va, j'espère, rapidement rentrer et nous remettre, on va dire, du beurre dans les épinards. Mais pour l'instant, on a de nouveau cette inquiétude. Je suis revenu aujourd'hui à 200 000 € de trésorerie avec 160 000 € de salaire pour les agents de la mairie qui sortent tous les mois. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des sujets sur lesquels il y aurait sans doute des choses à faire, des systèmes tout simples, hein, de pré-relais à taux zéro qu'on puisse déclencher dans des circonstances exceptionnelles comme ça auprès des communes. Je pense que ça pourrait faire partie des pistes d'amélioration. Et puis le deuxième point, c'est les moyens humains. Parce que qui dit 20 millions d'euros d'investissement dit 10, 15, 20 chantiers, souvent gros chantiers, à mettre en œuvre, à monter les projets, faire les marchés de maîtrise d'œuvre, faire le suivi des travaux, faire tout ce qu'on peut imaginer avoir à faire dans ces circonstances-là, les dossiers de demande de subvention. Et quand on est une petite commune de la taille de Breil, de la taille de Saint-Martin-Vésubie, ben, on a quoi? Une directrice générale des services, un directeur général des services, limite un responsable des services techniques, mais qui est plutôt habitué à faire de l'entretien que de la maîtrise d'ouvrage sur de grosses opérations. Et donc, on est assez vite dépassé par les événements. Et j'avais interpellé le président de la République là-dessus quand il était revenu 1 an et demi après, 1 an et 3 mois après la tempête Alex. Et j'avais dit: «On aurait vraiment besoin de faire en sorte que, il y ait, un soutien en ingénierie qui soit apporté aux communes. Peut-être un financement exceptionnel pour nous financer à 80 % le recrutement d'un ingénieur qui nous accompagnerait vraiment là-dessus». C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans notre cas précis. D'ailleurs, j'ai recruté sur les propres budgets de la commune un chargé de mission reconstruction et travaux qui travaille là-dessus, parce que c'était impossible avec les moyens actuels. Mais je pense que ça fait partie des trucs sur lesquels on pourrait travailler, faire en sorte qu'on puisse avoir ce soutien en ingénierie qui soit apporté en plus du soutien financier. Merci beaucoup pour ce témoignage et du coup ces éclairages complémentaires. On va laisser le préfet Pelletier, réagir. J'ai retenu, pas mal de choses, mais 3 points, saillants dans l'intervention de Sébastien Olaran. La problématique des réseaux et ce travail avec les opérateurs en amont aussi, en anticipation, de phase de relèvement ou de convalescence, pour reprendre les mots de ce matin. L'enjeu de nouveaux outils financiers, de mobilisation peut-être du secteur bancaire et puis sur, cet appui, hein, de moyens humains au-delà des aspects, financiers. On l'a dit, il y a le temps court où peut-être on peut mobiliser aussi des gens qui ont déjà vécu de telles crises et qui ont déjà des réflexes, des outils qui peuvent nous accompagner et ce temps long où il va falloir manager
de gros chantiers et venir renforcer la commune? Et du coup, quel est le rôle de l'intercommunalité ou d'échelle supra en la matière? Alors peut-être pour répondre, au dernier aspect, c'est vrai que l'ANCT a mis à disposition du département 2 collaborateurs, hein, qui ont été recrutés, pour aider à la reconstruction. On pourrait imaginer, et ça peut-être avec, la collectivité départementale ou métropolitaine suivant les cas, des accords pour effectivement, déléguer ces collaborateurs directement auprès des maires. Il y a aussi l'agence 06, je pense que le conseil départemental, s'il avait eu plus de temps, en aurait parlé, qui est un outil formidable, quoi, qui permet justement en ingénierie d'accompagner, les élus, notamment les maires qui effectivement, ont besoin, de compétences techniques, pour mettre en œuvre tous ces gros projets qui sont des lourds projets, hein, ça c'est clair, c'est absolument essentiel d'avoir la compétence, pour, articuler, mener à bien, l'ensemble des dispositifs, pour réaliser ces reconstructions. Moi, j'ai envie de dire, on est toujours submergé quand on a à gérer une catastrophe naturelle qui engendre, des dégâts. Je rappelle pour la tempête Alex, hein, les dégâts les plus importants en France métropolitaine depuis 1945. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. On a dans les limites des exercices, ça aussi je tiens à le dire, c'est une reconstruction en montagne. Donc tout est beaucoup plus compliqué quand on a à reconstruire en plaine ou sur des terrains qui sont, plus propices pour dépêcher du matériel et cetera. On pourrait citer, 1000 et une anecdotes, hein, quand il a, été question, de travailler par exemple sur la route départementale 91, hein, qui mène à Casterino. Eh bien, l'entreprise a été obligée de démonter une pelle de 50 tonnes pour pouvoir l'acheminer sur site et pouvoir travailler. Donc il faut voir à l'esprit tout ça. Il y a toute, la phase aussi d'études. On a une géologie compliquée, on a des périmètres qui sont, dans ces vallées exposées, à la fois évidemment au risque torrentiel, mais aussi aux chutes de blocs, aux glissements de terrain. La tempête Alex a eu, des effets collatéraux avec beaucoup d'eau, donc tout ça a créé des perturbations, évidemment des modifications de l'hydromorphologie des rivières, des cours d'eau, mais pas uniquement. Donc on a eu affaire à un terrain extrêmement difficile à travailler et ensuite aussi, je le rajoute, pouvoir mobiliser les entreprises, sur les sites, c'est pas si facile que ça. Il y a parfois même embouteillage, hein, quand on n'a qu'une seule voie d'accès, entre la Basse et la Haute-Royale, la route départementale 6204, c'est pas si simple, de gérer les chantiers. Moi, j'ai envie de commencer juste par un point positif quand même, c'est qu'on a réussi, dans ce département parce qu'il y a eu une union sacrée quelque part entre l'État, les collectivités territoriales, le département, la métropole, la CARP, les maires, à unir nos forces, à faire en sorte, et Sébastien Leroy en a parlé tout à l'heure, de coordonner les actions. Et ça, c'est important, les coordonner localement, faire en sorte qu'on partage encore une fois l'ensemble des enjeux et qu'on les mène de front en commun, mais aussi le travail qui a été fait avec l'administration centrale, avec les ministères. Je suis tous les mois ou tous les mois et demi à Paris pour rendre compte. Pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans, j'envoyais des notes toutes les 3 semaines à Paris pour identifier les problèmes, pour demander des expertises complémentaires. On a, et je l'ai dit tout à l'heure, aussi mobilisé des expertises du privé en quelque sorte, hein, à travers des architectes urbanistes. On a fait un travail formidable et on poursuit d'ailleurs cette œuvre, si je puis dire, pour la sécurisation de la traversée de Fontan. On a travaillé avec un architecte urbaniste qui s'appelle Fabien Gouret et qui nous a aidés à transformer un petit peu l'approche peut-être classique qu'on aurait de la reconstruction. J'en dis 2 mots parce que c'est intéressant, c'est l'innovation. Le fonds Barnier, il a, par principe, un mode d'emploi, si je puis dire. Quand on a des bâtiments qui sont exposés au risque, eh bien, on les acquiert, on les détruit, la parcelle devient inconstructible et on indemnise le propriétaire. Eh bien, à Fontan, on a fait, grâce à l'administration centrale, à la DGPR, fait évoluer la philosophie. Fontan, pour ceux qui connaissent, c'est un village qui s'est construit de part et d'autre de la route départementale, à l'époque heureuse économiquement de la route du sel, et puis qui s'est peu à peu rapproché de la Roya, avec des bâtiments qui sont entremêlés, qui sont entrelacés.
Les bâtiments d'ailleurs qui ont été impactés ou quasiment totalement détruits, c'est tous les appendices qui ont été construits au XXe siècle, hein, parce qu'on s'est peu à peu rapproché de la rivière, du fleuve, puisque la Roya est un fleuve. Logiquement, on aurait dû détruire ces bâtiments. Difficulté, en le faisant, on fragilisait le reste des tènements immobiliers, donc avec un risque majeur de déstabiliser le reste des bâtis. Deuxième chose, on défigurait Fontan. Donc on a obtenu, grâce à un travail approfondi avec le ministère de la Transition écologique, à non pas détruire, mais reconstruire. Alors évidemment, ce qu'on reconstruit, ça restera inhabitable. Mais en reconstruisant, on fait en gros des bâtiments Potemkin, hein, on conforte le reste des tènements immobiliers et on évite de défigurer la traversée de Fontan. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Mirapi. Sébastien Leroy connaît bien le dispositif. Mieux reconstruire après inondation. Peu de temps après mon arrivée, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique de l'époque, m'écrit, me dit « Monsieur le préfet, il faut mobiliser le dispositif Mirapi ». Alors j'ai répondu très respectueusement, je lui ai dit, Madame la ministre, Mirapi, c'est un dispositif prévu pour des inondations cinétiques lentes. L'État finance des bâtards d'eau, des choses comme ça. Ce n'est pas adapté aux crues torrentielles. Donc on a modifié aussi la philosophie de Mirapi pour l'adapter, c'est ce que j'avais proposé à la ministre, aux crues torrentielles. J'ai réussi là aussi à faire sauter les plafonds de financement, si bien que l'on va mettre en œuvre des dispositifs de confortement des fondations des bâtiments. Et enfin, le GEMAPien va jouer son rôle et va mettre en place des protections aux droits des bâtiments. Eh bien, l'innovation, trouver, comme le disait Sébastien Hollaran tout à l'heure, trouver le petit chemin en travaillant avec, encore une fois, les autorités locales et avec les ministères pour justement trouver les bons angles d'approche. Ça, c'est les points positifs. Et puis, il y a d'autres limites qu'on pourra évoquer peut-être au fil de l'échange. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on voit les pistes supplémentaires arriver. Hélène, Mathieu Soubias, alors, un syndicat de cours d'eau, celui sur l'ensemble de l'Aude, c'est quand même un sacré défi à réaliser. Vos enseignements, vous aussi, sur... Moi, j'ai envie de différencier le temps court et le temps un peu plus moyen et long. Donc, nous, les difficultés qu'on a eues au niveau de la crue de 2018 dans l'Aude, qui était un des 2 gros événements dont on a parlé ce matin. C'était la première fois d'ailleurs qu'on avait un événement méditerranéen aussi à l'ouest dans le département, et je vous assure qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, dans le temps court, moi, ce qui m'a le plus posé problème, c'est qu'on a eu affaire à des reconstructions à l'identique qui sont totalement aberrantes, notamment en matière de réseau routier, où on a eu le département, là en l'occurrence, qui a été dans l'urgence, et ça peut se comprendre, mais qui a fait des remblais routiers dans des zones, des lits moyennes et cours d'eau. On est sûr que ces remblais routiers vont répéter la prochaine fois qu'il y aura une crue. Et donc, quand j'ai été les voir pour leur demander si on ne pouvait pas anticiper les crues qui ne manqueraient pas d'arriver dans le futur, ils m'ont dit on n'a pas le temps, il faut qu'on construise, on verra ça après. Donc on finit les reconstructions et on retravaillera plus tard sur l'adaptation au risque de ces infrastructures. Bon, dont acte. Donc là, j'attends qu'ils finissent pour y retravailler. C'est un peu dommage quand même. Et pour le coup, ce qui a super bien marché dans l'Aude, et là je le mets au crédit de la DDTM qui a fait un super boulot avec l'établissement foncier public, c'est qu'ils ont racheté tous les biens qui ont été endommagés grâce à cette articulation avec l'EPF qui avance les fonds et qui est ensuite remboursé sur le fonds Barnier. Par contre, le problème, c'est que comme on l'a dit ce matin, ils ne rachètent que les habitats. C'est-à-dire que les bâtiments annexes, voire même les terrains, ne sont pas rachetés. Et ça, c'est un gros problème. Parce que ce qui a été extrêmement intéressant dans la crue de 2018, c'est qu'il y a eu un consensus sur le territoire pour laisser la place à la rivière. C'est-à-dire que les secteurs qui ont été endommagés, aujourd'hui, sont redonnés à la rivière. Mais dans les secteurs endommagés, il n'y a pas que des maisons. Il y a aussi des terrains et des annexes. Comment on fait pour acheter ces terrains-là et ces annexes? Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose là à travailler. Déjà, anticiper la crue en identifiant ces secteurs qui sont intéressants pour redonner aux rivières leur espace de fonctionnement. Et comment on finance ces achats-là? Avoir un fonds un fonds d'urgence pour le foncier pour pouvoir racheter ces secteurs-là. Et ensuite, je rejoins Monsieur Leroy sur la complexité réglementaire. De grâce, soyons pragmatiques. Moi, j'ai des projets de protection des traversées urbaines où j'ai des mesures compensatoires à biodiversité qui coûtent à peu près aussi cher que les travaux de protection eux-mêmes. C'est pas possible, quoi.
C'est pas possible. Il faut être pragmatique, il faut avoir une vision globale sur les habitats et les espèces, peut-être même plus une vision sur les habitats que sur les espèces, parce que les espèces ne reviennent que si l'habitat est de qualité. Donc voilà, essayons d'être pragmatiques dans nos réglementations pour nous faciliter le travail sur le territoire. Et enfin, sur le moyen et le long terme, ce qui a super bien marché aussi dans l'Aude, et on l'a dit ce matin, c'est le travail multipartenarial. Il y a eu des secteurs, je pense notamment à la reconstruction du pont de Villegayenque que vous avez tous vu aux infos, là, qui a explosé pendant la crue. On a travaillé vraiment main dans la main avec le service du département, la DDTM, les architectes des bâtiments de France et nous. Et le pont de Villegayenque, aujourd'hui, il est capable d'encaisser une crue au-delà de la crue centenale. Donc voilà, et ça, c'est super intéressant. Sur l'aménagement de Villegayenque aussi, ou comme Trèbes, où également, là, il y a Eric Daniel Lacombe qui va travailler avec nous. On va créer des aménagements qui permettent de revenir à un respect de la rivière et où on redonne la place à la rivière. Donc moi, c'est un petit peu ça le message que j'ai envie de donner aujourd'hui. Redonnons l'espace à la rivière. Merci Hélène. On va laisser Jérôme Sauvant réagir. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup interpellé le niveau national, hein. Je vais reprendre quelques termes. Soyons pragmatiques, faisons preuve de souplesse, de décloisonnement, interdirection, interministériel. Écoutons les territoires, adaptons-nous. Ouf, que dit la DG? Oui, bonjour à tous. Avant de commencer, excusez Jean-Baptiste Butelaine, le directeur de l'aménagement durable au ministère, qui est retenu. Vous avez évoqué les chantiers législatifs qui nous occupent. Il est retenu à l'Assemblée nationale et donc je le représente. Saluer monsieur le préfet avec qui nous travaillons effectivement très bien, monsieur le maire qui nous accueille et puis madame la présidente du CEPRI, madame Beaufils, avec qui nous avons des relations anciennes, notamment au sein de notre bureau, puisque vous avez dû être, madame, je crois, une des premières à lancer un atelier des territoires sur Saint-Pierre-des-Corps dans vos fonctions précédentes. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, le ministère et la DGLN est très interpellé, vous l'avez dit, et on le comprend. Néanmoins, je crois qu'en fait, dans vos interpellations, il y a aussi eu la réponse. Aujourd'hui, on est tous confrontés à une réglementation qui se complexifie, qui se multiplie, qui touche à des enjeux et qui parfois, ne nous le cachons pas, est aussi très sectorielle. Elle est parfois due à l'administration elle-même, elle est parfois due aussi aux parlementaires, parce que ce n'est pas nous qui écrivons la loi, hein, nous ne faisons que l'adapter. On évoquait tout à l'heure la question du SRADET. Nous, on aimerait qui est géré dans mon bureau, on aimerait parfois limiter la portée du SRADET. Hein. On ne peut pas avoir un outil qui répondent à tout. Donc l'enjeu, vous l'avez bien évoqué, et je crois que les élus et vous, monsieur le préfet, l'avez bien dit, c'est l'enjeu de la coordination, du dialogue et sans doute de l'adaptation, hein, de trouver ensemble les voies, le chemin, vous avez évoqué, tracer le chemin où on concilie les politiques publiques. On sait que par nature, elles sont parfois antagonistes, mais c'est comment justement on crée ce compromis et comment on se met d'accord, on avalise ce compromis pour le porter ensuite. Au sein de mon bureau, hein, le bureau des stratégies territoriales, on porte ce qu'on appelle les ateliers des territoires. Monsieur le préfet nous a sollicité pour en faire un à Saint-Dalmas-de-Tende, sur la gare mussolinienne. Et justement, tout l'esprit de ces ateliers qui ont quasiment plus de 20 ans maintenant, c'est justement de ne pas rentrer par le réglementaire, de rentrer par le projet et de voir les conditions de faisabilité du projet et éventuellement d'adaptation ou d'expérimentation, de dérogation, en tout cas, de voir comment on peut coordonner les politiques publiques pour arriver à rendre faisable un projet et pas être là en censeur. Après, c'est un changement de culture, soyons clairs, c'est un changement de culture pour toutes nos organisations. Le ministère a développé depuis quelques années le conseil au territoire en se dotant de nouveaux outils d'accompagnement des collectivités. Les ateliers en sont un, mais il y en a d'autres. Vous avez cité, monsieur le préfet, la mise en place de l'agence de cohésion des territoires. Voilà, petit à petit, ces choses-là, vous évoquez, monsieur le maire, les chargés de mission. Bon, vous n'en avez pas eu sur ces sujets-là, mais il y a quand même beaucoup de chargés de mission financés dans Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, demain sans doute Village d'avenir, jusqu'à annoncer la ministre Faure.
Voilà, les enjeux sont bien là, c'est de mettre et de favoriser un nouveau mode de pratique publique pour assurer la concertation. Et dans notre partenariat avec le CEPRI, qu'on vise à raviver ces temps-ci, c'est justement ça. Vous avez dans vos propos liminaires évoqué la crise climatique. Partant, cette crise, elle est par nature incertaine. Et vous l'avez tous dit, madame, monsieur, vous avez tous dit, on ne s'attendait pas à ça. On l'avait prévu, on avait fait notre PPRI, on était contents, et manque de bol, on a une crue qui est une crise centenale et pas une centenale. Voilà. Et malheureusement, cela, c'est ce qui va nous arriver demain. Et donc, il faut qu'on repense nos modes d'action publique. Il faut, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut évoluer, faire évoluer nos institutions, et elles sont vieilles, elles ont la pesanteur naturelle de nos institutions. Mais c'est un enjeu essentiel que de recomposer cette action publique, et ça se fera dans un partenariat, l'État central, l'État déconcentré, vous l'avez dit, et on ne peut que saluer le travail qui est fait ici, avec les collectivités, bien évidemment, aussi en partenariat. Et moi, j'ai trouvé que le groupe de travail que vous avez mis en place, c'est vraiment une belle idée, et c'est une idée à développer, à hiérarchiser. Nous, très souvent, dans nos ateliers, il y a toujours une phase de gouvernance de projet, de proposition sur la gouvernance de projet. Et je pense que cette réflexion-là, d'adapter les gouvernances, d'adapter les échelles, les temporalités aussi, vous l'avez un peu dit, madame, dans votre discours, le montre bien. Et je pense que cette question-là de repenser nos modes d'action est importante. Et nous, on attend beaucoup sur ces travaux que peut conduire le CEPRI pour justement aussi nous aider à définir de nouveaux contextes réglementaires, ou en tout cas d'adapter les règlements, comme vous l'avez dit, monsieur le préfet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Tout à fait. Hop, moi, j'ai coincé, gestion de crise, j'ai coincé le shield sous le pied. Voilà, tout à fait. Mais merci, Jérôme Sauvant. Ce que je vous propose maintenant avec Ghislaine, c'est qu'on vous donne la parole dans la salle, d'autant qu'il y a certains représentants, que ce soit de Saint-Martin, de Sophia Antipolis ou de Cannes, où vous avez déjà aussi vécu cette expérience-là, ou peut-être vous-même témoigner. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole dans la salle, interpeller les propositions qui ont été faites, ou sur Internet, en visio. Ceux qui sont en visio, n'hésitez pas éventuellement à poser des questions. Alors, est-ce que vous demandez des précisions? Est-ce que vous-même, de par votre expérience, vous souhaitez, oui, Marie, peut-être, représentante de Sophia Antipolis qui a déjà pris la parole ce matin, vous-même, vous avez peut-être des freins et des... Bonjour, donc Cédric Cheneval, direction GEMAPI au pluvial de la CASA, la Com d'Aglo Sophia Antipolis. Effectivement, on rejoint les propos évoqués précédemment concernant la mise en place des mesures impérieuses. Pendant les 2 premiers mois, on peut faire tout et n'importe quoi, sans aucun contrôle. 2 mois et 1 jour, on revient dans une politique très réglementée pour la mise en œuvre. Et ça, c'est compliqué. Quand on veut faire bien les choses, pendant les 2 mois, on étudie, et puis au final, on se retrouve bec dans l'eau en disant mince, on aurait peut-être dû moins étudier, et puis on aurait pu faire tous les travaux. Donc, sur l'après-crise, ou pendant la crise, en tout cas, on a beaucoup de moyens humains qui sont déployés, énormément, des moyens financiers qu'on peut facilement débloquer. Donc, c'est très bien. Par contre, lorsqu'on vient à mettre en place après sur du plus long terme les schémas directeurs hydrauliques pour intégrer un programme d'action de prévention des inondations, les PAPI, on s'aperçoit qu'on est sujet à, comme toute la France, à une certaine norme, une certaine critères pour pouvoir obtenir des financements. Et ces critères, ils ont été basés sur une dynamique lente, comme monsieur le sous-préfet l'évoquait tout à l'heure, qui s'adapte bien à des territoires sur lesquels il y a des grandes emprises inondables. Et donc, du coup, on peut qualifier au mieux les enjeux qui se chiffrent à plusieurs millions. Mais sur nos territoires où on a des dynamiques, des cinétiques très rapides, avec des ruissellements de surface, c'est vraiment pas pris en compte. Et notamment les vitesses au regard des risques sur lesquels les gens sont sujets sur nos territoires. Donc, nous, on interpellerait plutôt en disant attention, dans le cadre des programmes d'action, donc les PAPI, regardons les dynamiques méditerranéennes qui sont propres à nos territoires, pour adapter aussi des critères d'éligibilité qui peuvent être un petit peu différents de ce qui se passe en Bretagne ou sur les territoires de la Loire. Merci beaucoup. Une autre contribution, je ne sais pas si en visio, non? Ceux qui sont en visio dans la salle. Ah, SMIAGE, allez-y. Oui, bonjour, Katia Souriguer du SMIAGE.
Alors moi, je voulais faire une intervention, c'était un peu, pas forcément lié avec, enfin, le post-crise, mais plutôt avec l'anticipation et j'ai entendu donc vous avez parlé d'espèces de bon fonctionnement des cours d'eau et c'est un sujet sur lequel on travaille. Alors notamment sur, voilà, le territoire de la Brague qui a subi des inondations en 2015, mais aussi sur d'autres territoires qui ont pas forcément été touchés ou il y a plus longtemps et voilà, c'est des démarches, des études qui sont quand même, difficiles à porter, notamment, bon voilà, c'est on étudie enfin alors il y a une partie technique, des experts qui déterminent, les zonages, qu'il faudrait, rétrocéder à la rivière pour, permettre d'encaisser, les phénomènes futurs. Et puis après, il y a une partie concertation avec, bah, les acteurs locaux et voilà, bon, c'est difficile de faire passer les messages, ça demande un changement de mentalité, enfin voilà, donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, ça n'a pas de portée réglementaire aujourd'hui. Donc en fait, on n'a aucun outil, enfin, il y a pas de levier pour, imposer. Alors bon, il faut peut-être pas que ce soit aussi, heu, obligatoire que les PPRI, mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, je trouve, sur ces démarches d'anticipation, d'études, de connaissances, qui pourraient préparer les territoires pour, le futur. Si on va un tout petit peu plus loin, parce que vous avez aussi l'habitude des démarches réglementaires, vous venez de nous dire, peut-être pas une démarche réglementaire parce que vous en connaissez la lourdeur et vous avez été plusieurs à la dénoncer. Mais alors, du coup, vous qui êtes, pratiquement sur le terrain au quotidien, quel pourrait être le niveau donné à ces espaces de mobilité, hein, pour vous permettre d'avancer plus facilement? Il y a pas 36 solutions, hein, enfin voilà, à un moment donné, il faut peut-être imposer que ce soit pris en compte dans les documents d'urbanisme. Voilà. Voilà une piste. Monsieur le préfet. Juste un petit mot sur le temps, parce je pense pas confondre différentes problématiques. Alors ça vous a échappé, je pense, quand vous vous dites, pendant quelques jours, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est le risque justement. Et on l'a vu dans certaines vallées, le bon dispositif de protection de berge, c'est parfois pas le gabion, par exemple. Voilà, je donne un exemple. On se précipitait sur certaines solutions. On a besoin quand même, tous collectivement, du temps de la réflexion. C'est absolument indispensable. C'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ce qu'on a essayé de faire dans les 3 vallées, c'est d'avoir cette reconstruction résiliente et durable. Ça s'est traduit par un comité d'évocation de la résilience pour tous les crédits exceptionnels qui étaient dédiés à la résilience, pour, appréhender, analyser les projets proposés par les maîtres d'ouvrage et pour voir s'ils étaient en capacité, sur la durée, de résister à des événements, majeurs. Donc ça, c'est important de prendre le temps. Ensuite, il y a effectivement la dimension réglementaire. La dimension réglementaire, bon, on est tous d'accord, hein, ce sont des contraintes, c'est des contraintes qu'on s'impose, via le législateur, via la réglementation. Ça, il faut certainement pouvoir revoir tout ça. La procédure d'urgence à caractère civil, encore une fois, qui est expérimentée pour la première fois dans les Alpes-Maritimes, est déjà un premier pas. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin et faire confiance aux acteurs locaux. C'est ce qu'a voulu dire Sébastien Leroy tout à l'heure. Et c'est ce qu'on a fait pour la reconstruction, quand on se met tous autour de la table et qu'on partage véritablement les enjeux et qu'on est en capacité de projeter une reconstruction qui soit solide au sens propre et au sens figuré, je crois qu'il faut donner les instruments à l'État local, au préfet reconstruction, délégué interministériel chargé de la reconstruction, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, mais en tout cas, localement d'arbitrer. Hein, et de faire en sorte, et c'est pour ça que pendant les 2 ans où on a travaillé en procédure d'urgence, on avait quand même des PAC, des portées à connaissance. Les maîtres d'ouvrage nous indiquaient quels étaient les travaux qu'ils voulaient réaliser. L'État apportait au maximum dans les 15 jours, 3 semaines, ce qui est très court, des réponses circonstanciées avec des conseils, des prescriptions, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une reconstruction. Je regarde mon voisin de droite parce que la reconstruction dans la Roya est remarquable. Tout ce qui a été fait en termes de confortement, des routes, par exemple, avec des innovations. Je pense à ces blocs ad hoc, c'est la société NGE qui a mis ça en œuvre, donc avec des blocs en béton préfabriqués, hydrodynamiques qui sont, ancrés à la paroi rocheuse avec, des fondations,
qui vont jusqu'à 1,50 m, 2 mètres sous le lit de la rivière et du fleuve pour éviter les affouillements. Tout ça a été pensé, réfléchi. Il faut un peu de temps. Ce n'est pas si simple. Et encore une fois, qu'on est en territoire de montagne, tout est plus compliqué. Après, effectivement, avoir une procédure qui nous permette sur la durée d'envisager ces travaux, on ne peut pas le faire en claquant des doigts, c'est évident, quoi. J'ai dit il y avait des contraintes d'acquisition des terrains. Il y a énormément d'éléments qui viennent, je dirais, bloquer parfois ou gripper la machine, mais qui font partie de la logique parce que, par exemple, dans un pays où il y a la propriété privée, quoi. Donc, on ne peut pas construire, on ne peut pas mettre des aménagements de berges sur une propriété privée. Il faut acquérir. C'est pour ça que j'en avais dit au tout début de l'après-tempête, Cécile, tu t'en souviens, il faut mettre en place une task force sur le foncier pour faciliter les acquisitions. Ce n'est pas facile du tout. Je vois Thierry Ngligarni qui est devant moi. Quand il s'agit de reconstruire le cimetière de Saint-Martin-Vésubique, on a des projets qui a des propriétés privées. Eh bien, les propriétaires ne sont pas toujours d'accord, donc il faut des déclarations d'utilité publique. Tout ça prend du temps parce qu'encore une fois, voilà, l'état de droit fait qu'il y a des règles à respecter. Merci beaucoup. Peut-être un mot, je m'excuse. C'est très important ce que vous avez dit sur les espaces de bon fonctionnement. Et nous, on avait finalement formaté un peu la philosophie, c'est de dire on ne reconstruit pas contre l'eau, mais avec l'eau. C'est-à-dire qu'il faut penser ces espaces de bon fonctionnement, voire des espaces de fonctionnement extrême, comme on l'a vécu dans les vallées, c'est-à-dire redonner à ces cours d'eau toute leur largeur, ménager des zones d'expansion, faire sauter tous les verrous hydrauliques. Et ça, effectivement, c'est une stratégie qu'il faut construire segment par segment et ensuite globalement. Et attention aussi aux interventions de l'homme. C'est-à-dire que curer, parfois, ce n'est pas toujours une bonne idée parce qu'on sait que quand on intervient sur la géomorphologie, j'ai bien appris ma leçon. Enfin, au bout de 2 ans, je me suis acclimaté à tout ça, mais on crée des dysfonctionnements potentiellement. Et ça, c'est important de faire attention. C'est vrai qu'on a eu des exhaussements majeurs, hein, Cécile, parfois à hauteur de Vievola, 9-10 mètres d'exhaussement de la rivière. On est passé par endroits, et Thierry le sait, notamment le Boréon. Hein, on avait un cours d'eau d'une dizaine de mètres et on est parfois 100-150 mètres. Quoi. Donc on voit bien à quel point le déluge peut être dévastateur et aussi reprendre cet espace que on lui avait peut-être confisqué à un moment donné. Merci beaucoup. Donc, on vient de discuter de points fondamentaux, hein, le vivre avec plutôt que de lutter contre, ce temps long nécessaire, prendre le temps, le vite étant souvent l'ennemi du mieux. Lucille, il y a sans doute des réactions à distance? Alors, je vous partage 2 réactions qui ont eu lieu un petit peu plus tôt dans l'échange de la table ronde, qui ont été, qui sont de monsieur Fausse qui intervenait ce matin, qui connaît les Hautes-Pyrénées et qui est actuellement en Corse, qui nous a quittés depuis entre-temps pour d'autres impératifs. Donc à remettre dans le contexte, et non à la lumière de ce qui vient de se dire. Un retour, un peu lié à la législation et un plutôt à on va dire au budget. Introduire une législation autorisant à mettre de côté la législation courante au profit d'une législation de crise inscrite dans une durée de crise liée à l'intensité de cette crise. Et pour lui, il serait aussi nécessaire de pouvoir disposer d'un fonds de roulement le temps de la crise à hauteur du volume financier de la crise et donc éventuellement une trésorerie de crise avec un suivi spécifique, préfecture et direction générale des finances publiques. Merci. Je vois aussi que Mathieu Jost nous sollicite une prise de parole depuis Chypre, j'imagine. Bonjour Mathieu, qui était précédemment en DD à l'Adréal. Vas-y. Oui, bonjour, bonjour à tous, merci. En effet, donc aujourd'hui, je travaille pour un centre d'expertise sur la crise qui est basé qui est basé à Chypre, mais auparavant, j'ai pu travailler donc en agence de l'eau et en particulier au sein de la DEAL de Guadeloupe au moment de la tempête Fiona. Donc, c'était pour appuyer, je dirais, ce que disait, donc c'est Madame Hélène Soubias, directrice du SMAR, qui soulevait la facilité, en effet, à reconstruire à l'identique que l'on a et qui pose question sur voilà, le peu d'expertise qu'on a au moment de la crise sur des ouvrages, que ce soit, je dirais, des digues ou des ouvrages routiers. Et donc, on a une facilité à reconstruire à l'identique sans se poser de questions de comment mieux reconstruire ces ouvrages. Donc,
mon questionnement, j'ai également travaillé pendant 10 ans dans plus de l'action humanitaire et entre autres au sein de la Croix-Rouge française et dans toute la gestion de crise, dans les financements, parce que finalement, une crise, c'est je dirais comme le mot japonais le dit, hein, c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité. Par exemple, en Guadeloupe, post-Fiona, finalement, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que finalement, voilà, les cours d'eau n'avaient jamais été aussi beaux. Donc, c'est une opportunité écologique, c'est une opportunité réglementaire également, parce que finalement, on a aussi des procédures qui facilitent, je dirais, la mise en œuvre des actions. C'est bien sûr une opportunité financière importante. Et sur cet aspect financier, ce que réalisait la Croix-Rouge, par exemple, c'était de dire qu'il y avait un pourcentage qu'on dédiait à des actions préventives, de réduction des risques des catastrophes. Donc moi, mon questionnement, c'était de dire comment on peut anticiper finalement ces gestions de crise en ayant une meilleure connaissance finalement en amont pour savoir, avoir identifié finalement peut-être des terrains qu'on n'a pas la capacité ou l'argent à investir aujourd'hui, mais qu'on pourrait acheter au moment de la crise. Il y a eu ce matin des remarques très pertinentes en disant que les gens sont plus favorables, je dirais, juste au moment de la crise, à céder ces terrains. Et donc, voilà, je pense qu'il y a au niveau de la communication, je remercie justement, c'est monsieur Sébastien Leroy qui avait fait un témoignage. On avait fait un séminaire prévention des inondations qui était juste après justement cette tempête Fiona et on a voulu le maintenir pour montrer l'importance de travailler sur le temps long également. Et donc, c'est des opportunités de communication aussi. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, je pense, au niveau de la crise, mais elles nécessitent d'être anticipées. Il faut, avant la crise, d'avoir eu ces réflexions-là. Donc, c'est comment adapter finalement pour pouvoir avoir ces questionnements et ces expertises avant la crise, ciblées bien sûr sur des territoires plus à risque. Merci Mathieu. Effectivement, vous avez transmis le témoignage de Sébastien Leroy, mais aussi Éric Ménassi. Hein, et d'ailleurs, Hélène avait donné un bon coup de main aussi pour trouver le témoignage de M. Proust, hein, qui était de grande qualité et qui avait permis aux élus guadeloupéens de se rendre compte que ce qui se passe en métropole, ça peut être aussi complètement ce qui se passe chez eux, et surtout la nécessité de mettre un PPR. Ce que tu viens de dire, moi je trouvais très intéressant parce que ça introduit la deuxième partie, la deuxième question qu'on souhaitait avec Ghislaine vous poser. Reconstruire pour anticiper ou construire pour anticiper. Est-ce que maintenant vous voyez tout ce que vos territoires sont capables d'être endommagés par une inondation, comment vous voudriez dans vos prochains projets urbains inscrire déjà une forme de résilience, c'est-à-dire quelles leçons vous tirez de cette vulnérabilité des territoires? Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous donner comme exemple soit un projet urbain que vous avez fait, si j'avais su avant, je l'aurais fait différemment, soit dans des projets que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous voyez reconstruire pour anticiper les dommages de demain? Alors là, c'est dans l'ordre que vous voulez, celui qui veut en premier. Lequel des deux, Sébastien? Hélène. Je relance parce que moi, je ne suis pas un aménageur de type mer. Hein. Moi, je travaille dans la rivière. Donc, je vais passer des messages, j'en profite. C'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pousse les gens avec qui je travaille, donc essentiellement les maires, à laisser la place à la rivière. Que la rivière soit plus quelque chose de négatif, mais quelque chose de très positif et participe de l'attractivité des territoires lorsqu'on a intégré ce cours d'eau dans l'aménagement du territoire. Redonnons la place à la rivière. Alors, il ne s'agit pas d'aller reconquérir tous les champs majeurs, sinon on va délocaliser tous les bâtiments du sud de la France, notamment. Mais la problématique qu'on a chez nous, ce n'est pas les hauteurs d'eau, ce sont les vitesses. Et vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est les vitesses qui sont très destructrices. Donc, ce qui manque à nos cours d'eau méditerranéens, c'est un lit moyen, donc qui est beaucoup plus restreint qu'un lit majeur. Donc, moi, je pense qu'on a tout intérêt à travailler, alors que ce soit en domaine urbain, périurbain ou même en domaine rural, hein, pour reconquérir les espaces de bon fonctionnement, à délimiter avec les acteurs du territoire, et là, je vous rejoins, monsieur, c'est vraiment au niveau local qu'il faut travailler, à délimiter des zones qui permettraient de ralentir ces vitesses et d'éviter qu'on ait autant de dégâts, de laisser la rivière dissiper son énergie en amont des zones habitées dans les espaces de bon fonctionnement. Et dans les secteurs habités, on redonne un peu plus d'espace à la rivière, tout en aménageant cet espace-là pour reconnecter la population à la rivière et qu'elle ait une autre vision de nos rivières.
Nos rivières, c'est pas quelque chose de mauvais. L'eau, c'est la vie. Il faut pas oublier, depuis des décennies, on a tourné le dos à la rivière, on a corseté nos rivières, on les a emmurées, on les a endiguées, on les a emmerlonnées. Aujourd'hui, le fonctionnement des rivières dans nos secteurs n'est plus du tout naturel. Donc, on ne sait pas comment fonctionne une rivière naturelle. Et c'est quand il y a de l'eau, c'est ça, parce qu'en plus, on a souvent des cours d'eau très secs. Donc voilà, moi, c'est un peu ça le message que j'essaye de porter sur le territoire avec mes élus, et notamment Eric Ménassi, qui a très bien compris et qui est un formidable porte-parole de ce message-là. Voilà, donc nous, c'est vraiment notre cœur de métier et on espère emporter avec nous. Et ça marche hein, sur Villegayenc, sur Trèbes, sur Coufoulens, dans les secteurs qui ont été touchés en 2018. On travaille là-dessus et il y a un consensus pour laisser la place à la rivière. Alors en l'aménageant, en faisant quelque chose d'attractif pour le territoire, mais en lui laissant la place. Il y a quelque chose que tu dis qui est important, c'est cet enjeu de se réapproprier son territoire, ses caractéristiques positives. On a parlé d'attractivité, hein, de caractère agréable et essentiel de l'eau, mais également le revers de la médaille, c'est les dangers. Donc, arriver à être des citoyens conscients et que ces réaménagements permettent aussi de faire prendre conscience de ces caractéristiques et cette richesse territoriale. Peut-être Sébastien Leroy là-dessus. Et sur ces projets, si vous aviez su avant, vous les auriez fait différemment ou ceux que vous faites aujourd'hui en intégrant cet impensable à venir? Alors, je vais tout à fait aller dans le sens des propos qui ont été dits. Aujourd'hui, il faut transformer sa faiblesse en force. Et chaque territoire est différent. Chaque configuration de ville, du nord au sud et de l'est à l'ouest de la France, a des particularités, des vitesses moyennes, des inondations lentes, des hauteurs d'eau, etc. Donc, naturellement, il serait une erreur fatale de vouloir imposer le même modèle. Ce qui est aussi un problème de doctrine, c'est qu'en France, on veut toujours imposer le même modèle partout. Donc aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Mandelieu, l'idée, ça va être de transformer la ville sur la ville, c'est-à-dire de métamorphoser une ville qui s'est urbanisée autour de centres historiques qui étaient là depuis des siècles, qui à partir des années 60-70 est partie dans une folie totalement inconcevable d'urbanisation massive, détournement des cours d'eau, ce que vous disiez très bien, artificialisation, on a même bouffé des affluents, etc., au prix de la plus grande urbanisation possible, avec une ironie naturelle, c'est que c'est pendant cette décennie où il s'est quasiment rien passé. Et aujourd'hui, maintenant qu'on revient au milieu naturel, il faut que la ville puisse raser des bâtiments, immeubles, voire même des quartiers qui doivent être totalement repensés pour rendre à la nature sa place, et notamment à l'eau, parce que de toute manière, l'eau va la reprendre. S'il y a bien une règle aujourd'hui qui est certaine, c'est que l'œuvre humaine ne peut pas empêcher un phénomène naturel, que ces phénomènes naturels, de par leur puissance, vont passer de toute manière quoi qu'il arrive, et qu'aujourd'hui, en réalité, une ville sera inondée. Ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse avoir le moins de dégâts humains, bien évidemment, mais surtout matériels, enfin surtout humains et après matériels, et qu'elle puisse rapidement retrouver une vie normale. Donc ça nécessite à la fois une transformation globale, c'est-à-dire de tous les quartiers, avec des axes de circulation qui puissent être doublés, sécurisés, avec une prédominance très forte de la nature sur tout ce qui est imperméabilisation, avec des constructions qui, en dehors des quartiers historiques, doivent reprendre à des nouveaux critères, c'est-à-dire beaucoup moins d'emprise et beaucoup plus de hauteur. Alors maintenant, vous me direz, c'est facile à dire, mais à Mandelieu, on a l'aviation civile, par exemple, hein, donc ça aussi, ça fait partie du charme, c'est que quand vous pensez que vous puissiez monter, bah non, vous ne pouvez pas. Voilà. Mais, et après, il faut que les bâtiments soient conçus de manière à être autoprotecteurs. C'est-à-dire qu'un territoire doit avoir plusieurs lignes de défense. Moi, j'ai généralement l'habitude de dire qu'il y en a trois. Il y a la première qui sont les ouvrages immédiats, les bâtards d'eau dans les copropriétés, tout ce qui est mise en sécurité des réseaux. La deuxième, c'est des ouvrages un peu plus conséquents, c'est-à-dire de rendre à l'eau en secteur urbain sa place, c'est-à-dire d'élargir les berges, de permettre un écoulement, un débordement. Et après, la troisième, c'est les très grands ouvrages, les bassins de rétention, les vergers de Minel, etc. C'est ce qu'on est en train de faire, enfin ce qu'on essaie de faire depuis 12 ans sur certains bassins de rétention qui sont bloqués là aussi pour des normes environnementales. Et avec tout ça, cette conjugaison fait qu'en réalité, votre ville n'est plus une ville sur la nature, c'est une ville au milieu de la nature. Et quand la nature s'exprime, elle a la place de passer entre. Vous avez des espaces de vie élargis, sécurisés, qui vous permettent l'intervention des secours, avec des espaces refuges. Et surtout, ce que vous disiez qui est très juste, c'est que le citoyen voit l'eau et la prédominance de l'eau. Parce que la problématique aussi, c'est qu'on a des changements de population qui se font. Quand vous avez une ville qui est dévastée par une crise, au début, tout le monde est très conscient des risques, le lendemain, tout le monde ne parle plus que de ça. Au bout de 2-3 ans, on commence à moins en parler, et s'il ne se passe rien pendant 10 ans, tout le monde a oublié.
Et ceux qui s'en souviennent se disent, bon, de toute façon, après, on monte un muret, tout va bien. Et voilà. Il faut avoir cette culture du risque, on ne l'a pas encore, on va l'avoir de plus en plus, parce que maintenant, vous avez vu l'actualité et vous avez compris qu'il ne peut plus penser que c'est limité à certaines zones. Moi, comme je l'ai compris, et surtout comme on me le disait il y a quelques années encore, il n'y avait que quelques territoires qui étaient frappés, les autres n'avaient aucun problème, donc ça ne les concernait pas. Donc aujourd'hui, tout le monde est dedans. Et les villes doivent porter cette culture du risque, doivent être adaptées en fonction de leur configuration et de leurs attentes. Et ça peut être aussi un parti pris, et c'est là où on transforme la faiblesse en force, c'est que la ville de demain, si elle est naturelle, traversée par des cours d'eau, avec des espaces de promenade, avec des belles architectures, et avec des centres de vie où en réalité on n'est plus dans le béton omniprésent du véhicule des années 70, vous vivez beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus protecteur. Mais encore faut-il arriver à faire cette transformation qui naturellement est extrêmement coûteuse et extrêmement compliquée réglementairement. Et c'est là où il y a véritablement une adaptation à faire du système, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de manière assez ironique des communes ou des agglomérations ou des collectivités qui ont de l'argent mais qui ne peuvent rien faire, et d'autres qui peuvent peut-être faire mais n'ont pas l'argent. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à adapter ce système, et c'est là en réalité où il faut laisser de la souplesse pour que le système ne soit pas monolithique depuis Paris, mais déconcentré avec le couple maire-préfet, qui à mon avis est le seul qui fonctionne, le seul qui vaille, avec les services de l'État naturellement. Quand je dis préfet des TM et puis de Réal, hein. On aime bien la Réal malgré tout. Mais et les missions spéciales, comme celle du préfet Xavier Pelletier, eh bien, ce sont des missions qui viennent apporter un soutien logistique quand vous avez beaucoup de collectivités qui se trouvent face à un défi considérable, comme c'est le cas dans les vallées de la RPI, qui nécessitent des centaines de millions d'euros qu'elles n'ont pas. Mais au moins que ceux qui puissent avoir de l'argent puissent le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc là, on voit dans les propos de Sébastien Leroy qu'on n'est pas forcément dans le renoncement aujourd'hui quand on pense à l'aménagement, mais plutôt dans les termes qui ont été utilisés ce matin, qu'on voyait avec le WOCLAP animé par Marie, de régénération, réédification, où on va gagner sans doute en confort de vie, on va se réapproprier son environnement. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, Sébastien Laurent ou Jérôme Sauvant ensuite? Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit et pour vous donner quelques aperçus de ce qu'on fait pour aujourd'hui construire avec l'eau et pas contre l'eau, comme le dit très bien le préfet Pelletier, nous avons d'abord repensé totalement les activités qui peuvent se trouver à proximité des cours d'eau. Les habitations avec le fond Barnier, on les enlève, en tout cas, sauf cas particulier, on les enlève. Sur la commune de Breil, c'est une vingtaine de propriétés qui passent en fond Barnier. Et encore, c'est peu par rapport à d'autres communes sinistrées par la tempête à l'Est, comme Saint-Martin-Vésubie ou Tende. Ensuite, nous avions un camping au bord de la rivière, c'était magnifique, hein. Vraiment, le camping en bordure de rivière, on fait pas plus bucolique, c'est vraiment très sympa. On va pas le refaire à cet endroit-là. Bon, je pense que même si je l'avais voulu, on m'aurait pas laissé le faire, mais j'ai de toute façon, d'intuition, décidé d'aller le faire ailleurs. Alors ailleurs où? C'est là que le bât blesse, hein, toujours un petit peu, parce que ça fait 3 ans que je cherche un terrain adapté. Pour l'instant, j'en trouve pas. Bon. La préfecture m'a dit qu'il serait qu'il y aurait une forme de souplesse par rapport à la loi montagne pour me permettre de le faire ailleurs sur un terrain qui n'est pas forcément en continuité d'urbanisation, mais encore faut-il que je le trouve. De façon générale, on essaie de penser des équipements en bordure des cours d'eau qui soient des équipements qui n'exposent pas les personnes au risque de façon importante. Il y a des choses qu'on aurait pu laisser. Les services techniques municipaux, le bâtiment est là. Bon, il a été inondé jusqu'au plafond, mais il est là. J'aurais pu les refaire à cet endroit-là, les réinstaller. Ça m'aurait pas coûté très cher. Et on aurait continué comme avant. Mais bon, les pompiers y étaient avant dans ces locaux. Ils sont montés à la gare. Force 06 y était dans ces locaux avant. Ils sont montés à la gare parce qu'ils en avaient marre d'être inondés tous les 2 ans. Je me suis dit à un moment donné, on va continuer. C'est peut-être le sens de l'histoire que de monter à la gare. Donc on va démolir cet ancien bâtiment des services techniques et on va le reconstruire sur le plateau de la gare. Alors on m'a dit, mais c'est idiot de le démolir parce que dessus, il y a une dalle, c'est du foncier qu'on gagne. J'ai dit, oui, d'accord, mais moi, je vais faire quoi? Je vais les murer. Et puis, évidemment, ça va rester comme ça tant que je serai maire, mais je ne le serai pas éternellement, même si je ne suis pas vieux. Et un jour ou l'autre, il y aura un autre maire et peut-être qu'il y a une entreprise qui insistera en lui disant: «Mais je prends moi la responsabilité, prête-les-moi ces locaux, j'en ai besoin, j'entrepose des choses, mais ça n'a pas trop de valeur, c'est pas dangereux, c'est pas grave». Et puis demain, ça sera réutilisé. Donc non, voilà, on tranche dans le vif directement et on se dit: «Ce bâtiment, on le démolit».
n'était pas obligé de le faire. Ça coûte aussi de l'argent, mais je pense que c'est plutôt quelque chose de pertinent. Ensuite, on refait toutes les protections de berge et on les fait en se calant sur les préconisations qui nous ont été faites par RTM de largeur à laisser au cours d'eau, en chaque endroit. Et notamment en amont de la traversée du village de Breil, on aménage de très grosses largeurs au cours d'eau, de grands, je cherche le terme, voilà, une grande zone d'expansion. Non, non, très bien, zone de régulation. Une grande zone de régulation, une grande zone de dépôt en amont du village pour favoriser la diminution du débit et le dépôt des matériaux qui provoquent beaucoup de dégâts dans le village et dans la traversée. On reconstruit aussi tous les ouvrages et le préfet l'évoquait à l'instant. Le conseil départemental fait un travail gigantesque pour reconstruire les routes de la vallée de la Roya. Il y avait quasiment 200 brèches sur la route entre la frontière italienne du sud et le col de Tende. On a construit des ponts qui sont des ponts qui sont plus hauts, qui sont plus longs, qui ont un gabarit hydraulique 3 fois supérieur aux anciens ponts, qui n'ont pas de piliers dans la rivière. Je pense au pont d'Ambo et du Queyros qu'on va inaugurer le 5 juillet. À Breil, on a reconstruit le pont du stade. Le préfet l'évoquait ce matin. L'ancien faisait 30 mètres, le nouveau va en faire 60. Parce que on voit bien qu'il y a ce besoin-là de laisser cette largeur-là au cours d'eau à cet endroit. Donc voilà, on fait vraiment tout. Le préfet a aussi évoqué les soutènements de route qu'on fait avec des techniques plus verticales pour pas avoir de grosses semelles qui resserrent encore le lit du cours d'eau. Donc toute la reconstruction est pensée sur la base de ce dernier événement qu'on a connu, qu'est la tempête Alex. Et pour finir, je veux dire qu'il y a malgré tout des points sur lesquels on ne peut rien faire. Par exemple, le centre historique de Breil a été inondé. C'est peut-être le seul centre historique qui a été vraiment directement touché, jusqu'à la mairie, jusqu'à l'église, jusqu'à les places du village. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux faire pour éviter demain que ça se reproduise. Et je le dis vraiment honnêtement. En plus, on a juste en aval un verrou hydraulique naturel qui fait que, à un moment donné, l'eau n'arrive plus à s'écouler, ça fait un effet d'entonnoir, elle monte, elle inonde le village. Alors, il n'y a pas un gros débit à cet endroit-là. La preuve, c'est qu'on a retrouvé du sable sur la place Biancheri de partout. Le sable ne pourrait pas se déposer si on avait un débit très important. Mais malgré tout, on a été inondé. Et sincèrement, que vais-je faire? Est-ce que je vais raser le village de Breil et le reconstruire ailleurs? Bon, on n'aura jamais le droit de le reconstruire ailleurs, mais de toute façon, on n'a aucune envie de le raser. C'est notre patrimoine, c'est le vieux village, c'est le centre historique, c'est l'âme de Breil-sur-Roya, donc je ne vais pas le raser. Et en même temps, je n'ai aucun moyen de le protéger en dehors de ce qu'on a fait. Les zones de dépôt en amont, on diminue le risque. Mais voilà. Je veux dire aussi que ça a ses limites, la résilience face au risque. Et puis, de toute façon, ça ne nous met pas pour autant à l'abri des autres risques naturels auxquels on sait que dans les Alpes-Maritimes, on est par ailleurs très exposé. Merci beaucoup pour ce témoignage très riche. On va laisser Jérôme Sauvant intervenir. Et puis, monsieur le préfet, on va vous demander de réfléchir à 3 mots, 3 qualificatifs qui résumeraient ce qu'on s'est dit dans cette projection vers la ville et le territoire de demain résilient et durable. Mais Jérôme Sauvant, on vous écoute. Oui, en réaction aux échanges qu'on vient d'avoir, moi, de ma position du ministère, je n'ai pas de visée technique comme vous l'avez exposé juste à l'instant très, très brillamment, monsieur le maire. Mais par contre, dans ce qui vient d'être dit, tous les 3 qui avaient pris la parole, vous avez 3 représentants des collectivités en plus, chacun à votre niveau, vous avez évoqué laisser de la place à la rivière, la laisser s'exprimer et faire comprendre aux populations qu'elle est là. Vous avez exprimé, monsieur le maire, redonner la culture du risque parce que nos populations changent et qu'on oublie très vite. Hein. Nous, on a fait pas mal d'ateliers dans les territoires d'outre-mer, pourtant ô combien touchés. En fait, la culture du risque, elle s'estompe très vite, vous avez raison. Et vous venez de dire, monsieur le maire, aussi la question de l'acceptation par la population que de toute façon, le risque, il est là et qu'il faut vivre avec. Et ça pose tout à fait la question, je pense, qu'on a peu évoquée jusqu'à présent, mais qui me paraît à moi essentielle et pour lequel, au sein du bureau et des ateliers des territoires, on milite pas mal. C'est la question de la place des populations dans les projets et de comment on associe nos populations dans nos projets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout sur des sujets comme celui-là, extrêmement techniques, à vous écouter, voilà, c'est très technique. On a des questions de vocabulaire, on vient de l'avoir. Alors imaginez les populations qui sont des béotiennes et qui ne sont pas sensibilisées à ces sujets-là. Mais il y a un vrai enjeu de les associer.
Et dans les nouvelles gouvernances que j'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment cet enjeu-là parce que, en fait, ça a plusieurs. Ça a un enjeu de mieux comprendre, de mieux prévenir, de mieux comprendre les choix qui sont faits, peut-être de s'éviter, on en discutait un peu, quelques recours juridiques ou qui se multiplient. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu utopiste, mais en tout cas, je crois que cette question de sensibiliser la population, elle est vraiment essentielle et il faut que dans nos méthodes de projet, on favorise ça. Je crois que dans l'atelier des territoires que vous avez vécu à Saint-Dalmas, c'est vraiment aussi ça qui a été fait, hein, d'ouvrir le champ de la réflexion du projet de réhabilitation de cette gare à l'ensemble des populations, des acteurs socio-économiques, des associations et des habitants. Et ça, je pense que c'est intéressant. Nous, au sein du ministère, on développe beaucoup avec nos collègues architectes qu'on mandate au niveau national, des permanences d'architecture, les parlements de Loire avec Polo, par exemple, voilà, pour donner la parole, en fait, dans le débat, d'essayer d'institutionnaliser la parole au milieu naturel. Je pense que ça, c'est des nouvelles actions un peu émergentes de l'action publique, de nos gouvernances, qu'il faut qu'on repense collectivement et peut-être que justement les expérimentations de terrain, on les valorise et on essaye de les donner à voir pour les partager à tous nos collègues. C'est la simple remarque que j'avais à faire, mais je pense qu'elle est importante au vu de ce que l'on a dit à l'instant. Oui, parce qu'on du coup, on revient sur cette dimension humaine, hein, et sur ce processus de reconstruction des murs et du bâti qui contribue aussi à la reconstruction des hommes et parfois sur les territoires meurtris fortement que vous représentez. C'est une partie de l'histoire, une partie de l'identité, qui a disparu aussi et il faut se réapproprier ce territoire et participer à ce renouveau, en impliquant au plus près l'ensemble des citoyens. Juste, ce que vous dites là me fait penser au débat qu'on a beaucoup. On a accompagné beaucoup de petites villes de demain, Action Cœur de Ville, sur la stratégie de renaturation. Je ne fais pas la pub pour le fond vert. Ce qu'on a souvent dans les débats avec les élus dans certains endroits où on a pu intervenir, c'était que la renaturation, ça fait peur à certains élus, notamment ruraux, et je suis auvergnat d'origine, donc je peux le dire sans complexe. Mais en fait, on voit que quand on a un peu l'expérience, cette question-là, elle a permis aussi à la population de se saisir les frontages de pieds de maison, par exemple, qui souvent, les élus se disent « Oh là là, mais ça va me faire des frais d'entretien, ça va être très gênant pour le budget communal et autres ». Et bien, en fait, souvent, c'est un moyen de mobiliser les populations. On le voit très bien. Moi, j'ai des exemples très précis de territoires très ruraux où, en fait, ça a remis les populations se sont réappropriées la gestion du bourg en réappropriant le frontage de leur devant de maison, de leur pas de porte, et en contribuant ici en fait, à redonner un sens collectif. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant à voir l'implication. Voilà, et j'arrête là. Monsieur le préfet, 3 mots à retenir. Donner la possibilité d'en dire un tout petit peu plus en Un amont. petit peu plus. Je vais reprendre cette thématique qui, à mes yeux, est essentielle. Vous savez que moi, ce dont je suis très fier dans cette reconstruction et ce modèle d'intervention territorialisée de l'État, le chef de l'État l'avait dit, il faut une reconstruction résiliente et durable. Et on a aussi pensé à l'avenir et au devenir de ces territoires. Et on l'a fait de façon assez singulière, puisque, comme vous le savez, on a organisé une concertation citoyenne qui a été orchestrée par la délégation interministérielle de la transformation publique sur une thématique que j'évoquais au tout début ce matin, c'est comment habiter les vallées demain. Et donc, on a interrogé les habitants, alors à travers une plateforme participative et des ateliers qui ont été organisés dans les vallées. On a associé également les maires et sur toutes les thématiques, mobilité, agriculture, économie, tourisme, santé, on leur a demandé quels sont les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut pour que demain, le territoire soit résilient, durable, attractif. Et on a eu une participation absolument exceptionnelle des habitants. C'est du jamais vu en France, un niveau de participation qui a dépassé les 10% de la population, ce qui est énorme. Plus de 250 projets, et on est en train de les mettre en œuvre, donc encore une fois, sur toutes ces thématiques. Avec un axe de travail qui n'est pas discutable, c'est justement cette durabilité et cette résilience. Quand on va parler de tourisme, on va éviter la stratégie qui consiste à reconstruire des hôtels. On sait que par exemple dans la Roya, il manque 250 nuitées. Eh bien, on va essayer de mettre en œuvre des stratégies
à travers de l'hôtellerie diffuse, qui seront construits sur des tènements immobiliers qui existent dans les centres-bourgs. Quand on parle d'économie, on va favoriser, si vous voulez, la possibilité pour les actifs qui sont dans les vallées à pouvoir développer leurs activités à travers des lieux de coworking, des espaces partagés. On va repenser par exemple à Tende, la station de sport d'hiver de Casterino, avec une orientation 4 saisons. Dans la Vésubie, la Tinée, on a également des projets, je pense à Isola, le Télé de la Châtaigne, avec un centre de transformation agricole. Et on va développer également l'étude et la stratégie qui consiste à étudier les végétaux et leur capacité à résister au réchauffement climatique. Donc, associer la population après un traumatisme majeur, c'est absolument incontournable. Donner la parole aux populations qui sont finalement les meilleurs experts de leur quotidien. Et donc, avec aussi cet angle qui consiste à leur dire, vous habitez dans des vallées, il y a des risques. Et donc, il faut les prendre en considération dans toutes les activités et dans toute la façon d'appréhender l'activité au quotidien. Il y a aussi les instruments classiques, j'en dis un mot aussi. On va, dans la Roya, mettre en place une STEPRIM qui intègre tous les risques, et ça sera aussi une première en France. Ça sera une STEPRIM complète où il y a la prévention, la pédagogie, l'accompagnement, mais aussi les projets, et on l'évoquait tout à l'heure, destinés à réduire les vulnérabilités. Donc ça complète l'ensemble du dispositif. Dans la Vésubie latinée, on partira sur un papy puisqu'on est dans les logiques qui ont déjà été mises en œuvre. Alors les 3 mots, moi je ne sais pas, je vais peut-être pas être très original, mais je pense que le premier c'est résilience aux enjeux. Ça, c'est évident, on est obligé, et Sébastien Leroy l'a très bien dit. Aujourd'hui, on sait que où qu'on soit, on est exposé à des pluies diluviennes. C'est vrai qu'à l'occasion de la tempête Alex, c'est tombé sur les 3 vallées, mais l'événement aurait pu se décaler sur des milieux plus urbanisés, et là, les conséquences auraient été tout autres. Il n'y a plus de saisonnalité. On est presque inquiet. Avant, c'était les épisodes Cévenol plutôt à l'automne, au printemps. Maintenant, on sait que ça peut arriver n'importe quand. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que j'ai presque envie de dire, c'est l'audace et le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut être plus volontaire dans la mise en œuvre de stratégies. Le maire de Mandelieu, Sébastien Olaran, l'a dit aussi, dans la prévention des politiques municipales, des stratégies sur le moyen et le long terme. Il faut plus se poser de questions, c'est-à-dire que ce qui a été fait à Mandelieu, pour moi, est tout à fait exemplaire, c'est-à-dire transformer une ville qui a été sururbanisée peut-être à un moment donné et se dire, voilà, il faut peut-être déconstruire et revoir les stratégies pour faire en sorte que les événements climatiques soient le moins impactants possible, que la nature reprenne ses droits, vous l'avez dit madame, avec beaucoup de justesse. Et puis enfin, et c'est basique, mais la coopération et la collaboration. C'est-à-dire que, et ça va jusque à la pédagogie qu'il faut faire vis-à-vis des habitants. On ne fera rien sans les habitants. On ne peut plus imposer les choses, on le voit bien quand on développe un certain nombre de stratégies. Si on n'explique pas, si on n'amène pas les populations à adhérer, à comprendre, à intégrer pleinement, eh bien, on est en échec. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Et moi, encore une fois, je tiens à saluer les maires, parce que c'est eux qui sont au quotidien au contact des populations, qui parfois ont du mal à faire ce pas et à intégrer ces évolutions absolument indispensables. L'État, je pense, s'adapte aussi à ces enjeux. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs. Le Fonds vert, c'est un bon exemple qui permet effectivement de renaturer. Et quand on arrive effectivement à transformer la ville et à l'adapter à la fois au réchauffement climatique et aux enjeux qui pèsent sur l'ensemble de la planète, je pense qu'on gagne en pertinence et en perspective. Écoutez, merci pour ces orientations. Effectivement, je pense que cette résilience et s'attendre à pire, c'est indispensable. C'est vraiment ce qui anime aussi, c'est ce qui a animé cette volonté commune au CEPRI et à la FPCNT de conduire ce travail, d'anticiper la reconstruction. Moi, je me souviens très bien avoir été à la Nouvelle-Orléans en mission à la demande du Consulat de France avec des personnes de la ville de Paris 2 ans après Katrina, et avoir visité des quartiers entiers, mais entiers, c'est 150 hectares, c'est-à-dire 1 kilomètre sur 1 kilomètre, où il n'y avait que des maisons
déchirée, comme ils disent là-bas, complètement déshabillée, pas un habitant. Et la ville recommençait à vivre et les gens, le service technique de la municipalité de la Nouvelle-Orléans nous a dit: «Mais vous savez, si on en est au point où on en est de reconstruction, c'est parce qu'on avait un plan de reconstruction déjà prêt». C'est-à-dire qu'on savait que ça allait un jour nous arriver, peut-être pas à ce niveau de gravité-là, mais on y était préparé. Et je pense que ce que vous avez tous dit les uns les autres, c'est que voilà, il faut vraiment aujourd'hui se préparer avec les événements du changement climatique, s'attendre à ce que ça arrive 3 fois en 2 ans, hein, en 5 ans, pardon, et 3 fois différentes. Voilà. Donc c'est cette volonté-là qui nous anime. On conclut par. Paris est en train de nous fusiller du regard, donc on va passer la parole à la salle peut-être pour réagir avant de voir ce que Clara a pu nous croquer aussi de cette table ronde. Oui, bon, je vais quand même vous dire un mot parce que je suis venu pour ça. Donc, finalement, vous avez tout résumé. Et nous, Saint-Martin, c'est la commune la plus sinistrée de la tempête Alex. Et là, tout ce que j'entends jusque-là, vous avez toutes les solutions. Il ne faut pas aller trop vite, il manque de l'argent. Les fonds Barnier, nous, sur Saint-Martin, par exemple, on peut parler des fonds Barnier parce que les fonds Barnier, nous, franchement, on remercie l'État parce que si des fois, tout le monde dit que ça va doucement, nous, on a eu plus de 90 cas fonds Barnier sur Saint-Martin et il nous en reste pratiquement plus que 6 à traiter en 2 ans et demi. Alors, quand on dit que ça va doucement, franchement, je ne vois pas bien ce qui va doucement là-dedans, surtout qu'en plus, ça a été, on va pas dire largement payé, mais on a très peu de cas de gens qui sont mécontents du financement. Les démolitions sont faites, monsieur le préfet l'a dit, l'acquisition foncière, c'est le plus compliqué. Voilà, vous avez parlé du cimetière, par exemple. Nous, le cimetière, on est arrêté, on est obligé de partir en DUP pour 80 mètres carrés. On a 2 propriétaires qui ont 40 mètres carrés chacun, qui ne veulent pas ni donner ni céder. Donc, on est obligé de partir sur ça pour 80 mètres carrés. Donc, on va attendre 2 ans, 18 mois de DUP. Voilà, c'est ça. Après, moi, ce que je vous ai dit ce matin, c'est que pour moi, moi, je suis un élu, je suis adjoint au sport, hein, rien à voir, mais je m'occupe des travaux aussi. C'est que moi, je suis sur le terrain. Sur le terrain, ce que je disais ce matin, c'est que finalement, il y a eu des études. J'ai rien contre les études. Je ne dis pas, les gens ont fait ce qu'il fallait, je pense sans doute, mais pour moi, c'était une erreur. Parce que, par exemple, prendre le lit du Boréon, mettre à 45 mètres de large avec des enrochements de 3 mètres de haut, je ne dis pas que c'est la mauvaise solution, mais on avait peut-être une solution qui pouvait être plus étroite, plus haute, calculée différemment. Et on n'a eu qu'une étude, on est parti sur ça, alors que nous, maintenant, on manque de place sur la commune. Par exemple, on a une route à faire pour désenclaver un quartier, mais le problème, c'est que maintenant, on n'a plus assez de place pour faire cette route. Donc peut-être, c'était peut-être la bonne solution, mais je pense que la commune aurait dû demander un peu plus aux locaux. Mais là, ce que vous avez dit dès le début, trop vite. Ça, c'était trop vite. Je pense qu'il aurait fallu réfléchir un peu plus parce que si on parle aux services qui ont travaillé là-dessus, ils se disaient qu'à ce jour, peut-être si on recalculait, on ne ferait pas ça. Donc c'est ça qui dit, on rentre vraiment dans ce que vous dites, c'est qu'il faut aller vite. Oui, tout le monde va aller vite, mais c'est peut-être pas forcément bien d'aller trop vite. Voilà, et pourtant, moi je cours tout le temps, hein, mais on a toujours l'impression de ça. Voilà. Oui, moi je veux bien réagir, parce que je trouve que vous avez dit des choses très, très, très riches et moi j'ai bien aimé la formulation, de Sébastien Leroy sur, cette idée à un moment on a pensé qu'on avait des parties de territoire qui n'étaient pas exposées, qui n'avaient pas de risque et puis on découvre aujourd'hui, que malheureusement, aucun espace n'est véritablement, en protection. Donc c'est peut-être ça qu'il faut qu'on aide à mieux faire passer et quand même qu'on fasse réfléchir au fait que, on ne peut pas abandonner non plus, des lieux de vie qui sont à proximité de l'eau. Donc ça peut paraître contradictoire ce que je dis, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est comment on réfléchit, on pense l'avenir en intégrant ça. C'est-à-dire, le fleuve ou la rivière, il est là, il faut vivre avec, parce que sinon, de toute façon, à un moment ou à un autre, il essaiera de reprendre son chemin. Mais en même temps, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut penser cet avenir
avec les habitants et comment peut-être on positionne différemment les lieux de vie par rapport à ce qu'ils ont été faits auparavant. Et je trouve que ce que disait, ça y est, je cherche votre nom, Jérôme Sauvant, c'est que la DGALN, avec ses projets de réflexion de territoire, elle peut aider des territoires à mieux réfléchir avec tous les partenaires possibles à ce que peut être cet avenir. Moi, je l'ai vécu en tant que maire de Saint-Pierre-des-Corps. Ça nous a énormément aidés et on a maintenant un PLU qui a complètement intégré tout ce travail de fond que l'on a mené en amont et qui permet par son PLU aujourd'hui de faire que des choses ne peuvent plus se faire comme elles se seraient faites auparavant. Alors, c'est peut-être un peu du long terme, mais c'est pas que du long terme parce que, en fait, après l'atelier des territoires, ça a été assez vite. Alors, on a cette chance de ne pas avoir eu de rupture de digue de la Loire. Mais ceci étant, on pourrait aussi avoir prochainement quelque chose de très lourd qui nous arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il me semble qu'il faut qu'on ait à la fois le temps d'urgence où en effet, moi je partage complètement qu'une ligne de trésorerie ouverte aux communes qui vont avoir des projets, enfin on sait faire des lignes de trésorerie et on peut quand même obtenir que le secteur bancaire accepte des taux zéro. On a su le faire à d'autres moments, le quoi qu'il en coûte de la période du Covid. Pourquoi sur des événements du type de catastrophe naturelle, on ne pourrait pas l'appliquer? Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on a su faire à d'autres moments. Il faut peut-être que nous, on puisse porter aussi des revendications de ce genre qui aident les collectivités à passer ces moments difficiles. Et je crois que ça peut se faire, mais de l'autre côté, il faut passer aussi au temps plus long qui va nous permettre de donner de la perspective aux habitants et de savoir comment ils vont pouvoir partager. Et là où je partage complètement cette notion d'impliquer la population, alors là, je vais parler presque contre ce qui a été fait, même si je pense qu'il fallait le faire. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais il y a des fois, c'est la réalité. Les digues de Loire ont été renforcées de façon très importante avec une protection qui va en profondeur de 7 mètres. Ben, moi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de rencontrer un habitant sur le marché qui me dit « Ah, c'est bien maintenant, on est bien protégé. » Mince, on n'a plus qu'à recommencer. C'est-à-dire que, ben oui, parce qu'il faut leur expliquer que non, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle rupture de digue. L'affouillement de la Loire, il peut passer en dessous des 7 mètres. Donc, vous voyez, on a loupé encore quelque chose. C'est-à-dire que l'État a bien fait son travail. Alors, l'État a bien fait son travail avec le Fonds de prévention des risques naturels, c'est-à-dire les cotisations de nos assurances. Je rappelle quand même, hein, ce n'est pas de l'argent venant des impôts. Hein. Non, mais n'oublions pas, c'est notre contribution à tous, c'est notre solidarité à tous qui permet cela. Donc, c'est pour ça que de temps à autre, quand on revendique que le budget de l'État vienne renforcer cet apport sur des territoires qui exceptionnellement ont un risque, je pense que c'est pas mal. Mais en même temps, quand on fait des travaux, il faut qu'on continue à faire que cette gestion de la compréhension du risque continue à être présente. Mais voilà, je voulais dire ça parce que c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, je le ressens. Jérôme Sauvant, Sébastien Leroy, Hélène Mathieu-Soubias, monsieur le préfet Pelletier, Sébastien Olaran. Nicolas et moi et toute la salle, tous les auditeurs tenions à vous remercier pour la richesse des échanges, votre transparence, votre franchise et puis votre humilité aussi par rapport à tout ce que vous menez, ce que vous avez mené, votre vécu. Un grand merci. Clara, tu vas nous présenter ce que tu as On va passer construit. à la suite, oui, mais on voudrait d'abord en effet remercier et applaudir peut-être tout le monde. Alors, pendant que Bernard et moi, on se prépare à essayer de faire une petite synthèse de ce qui vient de se passer, eh ben, écoutez, on vous propose de rester là, comme ça ne va pas durer. Alors bon, d'accord, on vous propose de quitter donc le podium. J'ai compris. Et merci beaucoup de votre patience.
Donc, on va, avec Bernard, essayer de conclure un peu rapidement quand même, parce que vous êtes tous, vous avez tous beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Donc, il va falloir clore, surtout que ce n'est qu'une étape à mi-parcours. Et il y a un deuxième événement qui aura lieu à la fin de l'année, on espère en décembre, qui devrait restituer l'ensemble des travaux. Donc, Clara va nous expliquer. Elle est facilitatrice graphique. Elle connaît aussi très, très bien la question de l'inondation, des risques, parce qu'elle a travaillé longuement en CEREMA. Et donc, elle a écouté tout ce qui s'est dit ce matin et cet après-midi, et elle a tout dessiné. Alors, tout, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de capter l'essentiel. Je vais juste vous aider à décrypter la planche pour quand vous la regarderez, j'espère, après. Donc, effectivement, on a parlé de reconstruction à relèvement. Donc, bon, j'ai cherché voilà, d'avoir une dynamique remontante. Donc, la planche, elle est structurée comme ça. En bas, vous avez la démarche qui récapitule 4 territoires sur la forte gravité et des territoires à venir sur la forte densité. Ensuite, j'ai noté des éléments sur le constat avec la notion de double peine pour les territoires impactés. Et on voit des effets systémiques finalement, puisque déjà la reconstruction n'est pensée que par rapport au bâti. Il y a des impacts sur les délais de reconstruction qui sont trop longs, les dotations qui sont complexes. On a des impacts sur le budget courant de la commune et du coup, dans le temps, c'est au détriment des services publics, de l'attractivité et du maintien de la population sur le site. Ensuite, on a dégagé un certain nombre. Donc là, j'ai noté, c'est revenu en fin. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Je crois que c'était la dernière intervention. Ensuite, on a les enjeux qui ont été notés. Donc, raccourcir les délais de reconstruction, effectivement, mais aussi élargir la reconstruction et le relèvement aux champs sociaux et économiques. Ce n'est pas qu'une histoire de technique. Anticiper le relèvement du territoire, effectivement, pour gagner du temps dans les délais de reconstruction. Ça se pense avant, quand rien ne se passe. C'est difficile intellectuellement, mais je pense que c'est essentiel. Inscrire la reconstruction dans un projet de long terme et une vision globale. Et puis enfin, travailler, on l'a dit cet après-midi beaucoup, conforter les relations de proximité entre toutes les parties prenantes et les différents niveaux d'intervention. Troisième niveau, on a parlé des enseignements. Donc, vous les retrouvez vraiment tels quels dans le diaporama. La structuration des acteurs avec une équipe dédiée, de la proximité, de la confiance, une posture commune. On a parlé du financement avec des ambitions d'amélioration et de simplification des dispositifs. Et puis, la réglementation avec un souhait de procédure plus agile, plus courte, et puis de la cohérence entre les lois et les directives qui peuvent se percuter sur un territoire. Et enfin, les objectifs qui ont été dégagés, j'en ai noté 5. Un manuel de reconstruction avec l'idée de s'inspirer des autres, avec de la souplesse et de l'informel. Ensuite, se préparer quand rien ne se passe, on en a parlé, puisque c'est vraiment, je trouve, un moteur de résilience. Prendre en compte le temps de la convalescence, c'est-à-dire être aligné sur les différents temps du territoire, même quand il n'y a pas de crise. Conforter les relations de terrain, j'en ai parlé, puis adapter la réglementation au réel et non l'inverse. Et ce qu'il en ressort finalement, c'est ce que j'ai réutilisé en planche 2, c'est 4 entrées. Une entrée mise en résilience globale du territoire, une entrée mobilisation du niveau national en appui au local, une entrée communauté d'acteurs et une entrée boîte à outils. Voilà ce que j'ai restitué. Super. Alors, je témoigne que Clara a commencé sur une page blanche en arrivant et elle n'avait rien préparé. Donc, bravo à Clara. Et je crois qu'il y a une deuxième planche. Oui. Ah, super, voilà, parfait. Donc ça, c'est la planche de cet après-midi. Donc vous allez en parler, mais très rapidement. Donc j'ai les 4 thèmes que j'ai dégagés ce matin, vous les retrouvez avec les flèches. Ici, c'est plutôt les freins qui ont été mentionnés avec le panneau. Et là, c'est plutôt des ambitions, des souhaits. Alors j'ai mis aussi des retours d'expérience qui fonctionnent bien. Ce que j'ai noté, alors bien sûr, la résilience, elle a des limites, puisque la résilience, c'est aussi en creux dire ce qu'on est prêt à lâcher. C'est voilà, c'est un complexe et intellectuellement, il faut vraiment se mettre dans la posture qu'il y a des limites. Qu'est-ce que j'avais noté aussi d'important? L'importance du diagnostic territorial partagé. J'ai noté de l'audace et du pragmatisme. Sur la réglementation, soyons pragmatiques aussi. Sur la boîte à outils, c'est vraiment trouver l'équilibre entre cadre et souplesse. Puisque si on se dit « Oh non, encore un guide », on aura raté l'objectif, puisqu'il y en a beaucoup des guides et ce n'est pas forcément l'intention de ce document-là. Et puis, bien sûr, la communauté d'acteurs. Donc, j'ai noté l'expression union sacrée avec l'exemple du projet territorial, de l'équipe projet territorial qui fonctionne. La question qui n'a pas été forcément complètement traitée, c'est comment on implique les réseaux de la société civile. Ça, on en parle tout le temps de la population, mais concrètement, comment on s'y prend. Et puis, alors j'ai bien noté aussi, il faut trouver le petit chemin entre autorités locales et ministères pour innover, ça, qui a été donné, effectivement. Pour l'innovation, c'est du sur-mesure, c'est du coût humain. Et puis, la dernière idée qui a été pas mal développée, c'est penser une ville au milieu de la nature avec un juste équilibre entre protection et qualité de vie. Voilà, et que tout ça soit cyclique et se parle. C'est super, merci.
Merci beaucoup Clara, ça va nous aider grandement pour cette synthèse qu'on va vous proposer. Bon, avant de laisser la parole à Bernard, je voudrais dire que je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui, enfin, on arrive à s'émanciper par rapport à cette apparente contradiction entre eux. Je vous ai dit au début, les territoires, il faut qu'ils se reconstruisent vite, il faut qu'ils retrouvent vite de l'attractivité et puis il faut prendre le temps de réfléchir et pas faire n'importe quoi, faire plusieurs études, etc. Et donc, cette apparente contradiction, enfin, aujourd'hui, nous l'avons levée. En anticipant, on se donne le temps de bien réfléchir. Voilà, c'est l'anticipation. Moi, je crois que vous êtes tous d'accord avec ça, qu'en anticipant, on peut prendre le temps de faire les choses et ça permet au territoire de se redresser, de se relever très vite. Voilà, donc je crois qu'on va arriver à faire les deux en même temps. Et donc, Bernard, vas-y, je te laisse la parole. Merci. Juste quelques éléments rapides. Après avoir écouté les discussions et les échanges de la journée, j'ai trouvé que les chantiers de reconstruction post-inondation qui ont été évoqués aujourd'hui ont deux grandes vertus. Première grande vertu, ils nous apportent des éclairages majeurs en matière d'atouts, de faiblesses, d'opportunités et de menaces. Atouts, ça a été par exemple la mise en synergie spontanée des acteurs, la mise en place de financements importants. En faiblesse, les temps longs administratifs, les injonctions contradictoires des approches sectorielles, les trous dans la raquette, comme pour la trésorerie des collectivités. En matière d'opportunités, redonner sa place au milieu naturel. En matière de menaces, les contentieux juridiques. Ce ne sont que des exemples, mais ces exemples sont des miroirs de réalités territoriales bien plus larges. Également, ces discussions et débats ont mis en évidence des chemins pratiques de résilience adaptés à chaque situation. Les territoires ont été capables de les trouver. Ils ont pu retrouver la capacité d'agir pour une simple raison, la nécessité fait loi. Deuxième grande vertu, ces chantiers de reconstruction post-inondation sont des chantiers pionniers pour la transition des territoires face aux changements globaux que nous connaissons. Et là, je veux parler de tous les territoires, quels qu'ils soient. Tout ce qui se fait de positif dans le cadre de ces chantiers contribue de façon exemplaire à l'ensemble des territoires, qu'il s'agisse, c'est ce que vous avez dit, je ne fais que reprendre des propos entendus, de la prise en compte de la dimension humaine, du changement de culture, du travail collaboratif entre les acteurs, d'une capacité d'agir enfin retrouvée, d'innovation mise en évidence dans les situations les plus contraintes. Tout ce qui manque encore aujourd'hui traduit des grands chantiers à ouvrir pour, bien sûr, aider à la reconstruction post-inondation, mais beaucoup plus largement pour adapter l'ensemble des territoires à cette transition dont nous avons tant besoin. Voilà ce que j'ai retenu de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Marie-France, vous voulez clore la séance? Je n'avais pas prévu de clore, hein, mais je voudrais dire que ça a été des moments très riches. Moi, je trouve vraiment que votre implication à tous va probablement nous aider à mieux réfléchir à ce que l'on a à faire maintenant. Mais je pense surtout que c'est un chantier qui s'ouvre, hein, parce que vous nous avez soulevé là, pendant toute cette journée plein de questions. Et sur chacun, il va falloir qu'on essaie de construire peut-être des améliorations qu'on pourrait apporter. Ce que l'on disait tout à l'heure sur la trésorerie, ça va être quelque chose d'assez facile à porter nationalement pour essayer de faire que ça rentre, déjà tâter la DGCL, peut-être voir des membres du comité des finances locales, et on en connaît quand même quelques-uns, n'est-ce pas? Non, je regarde Sébastien Leroy parce qu'on se connaît quand même depuis un bon petit bout de temps, et donc chose qui moi me semblerait être intéressante, et puis des parlementaires également qu'il va falloir qu'on mobilise, hein, sur des sujets que vous avez soulevés, et puis peut-être regarder en effet sur ces aspects moi qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que vous dites quand vous dites les aspects contradictoires de certaines injonctions, en effet, doivent être posés pour que le travail interministériel se fasse un peu différemment de ce que l'on... Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, qu'on le dit, malheureusement.
Mais là, face à de tels événements, moi, je pense qu'on devrait quand même leur faire partager un peu plus qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler en silo en permanence et qu'il faut qu'ils arrivent à se parler, qu'on puisse faire en sorte que ces questions soient mieux traitées. Je pense que les territoires vont être de plus en plus impactés par cette question du risque d'inondation et on peut permettre de continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant sur ces sujets. Moi, demander à Mandelieu qui veut atténuer son urbanisme, en même temps de construire autant de logements en plus, même si la loi SRU n'est pas appliquée, enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est pas compréhensible. Là, il faut qu'on bouscule cette réalité pour le faire évoluer. Donc, je pense qu'on a plein de petits exemples comme ça sur lesquels on va peut-être pouvoir avancer plus dans le détail. C'est peut-être des choses qui vont paraître petites, mais qui, pour les élus de terrain que vous êtes ou pour les techniciens de terrain que vous êtes, sont des choses qui vont lever quand même des poids qui, bien souvent, mettent, je dirais, des freins à aller plus vite et à faire qu'on soit plus efficace sur le terrain avec l'ensemble de la population. Donc merci à toutes et à tous pour votre implication. Et puis, on ne va pas vous laisser tranquille, hein, maintenant, on va continuer avec vous, parce qu'on a dit que c'était la première étape, hein, on n'a pas dit que c'était terminé. Donc, Marie nous a donné une autre étape fin de l'année, et on vous dira où. Mais je crois qu'il faudra aussi avoir un autre territoire peut-être qui est aussi sensible au sujet que l'on a traité. Et surveillez bien le blog Anticiper la reconstruction, puisque au fur et à mesure, on va l'enrichir. Et je profite justement de cet élément pour remercier toute l'équipe pour l'immense travail qu'elles ont fait. On peut en effet les applaudir parce que ça a été vraiment très riche. Merci à tous.